Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Au niveau des législatives en France, donc les élections législatives permettent d'élire les représentants siégeant à la chambre basse du Parlement. Cette chambre a eu plusieurs dénominations au cours de l'histoire, notamment Assemblée législative sous la Révolution, peut-être que les gens ne savaient pas. Ça s'appelait aussi Chambre des députés sous la Restauration. Ensuite, ça s'appelait la monarchie de Juillet et la Troisième République, et enfin Assemblée nationale sous la Cinquième et même avant la Quatrième République. Donc les élections législatives de 2007 se sont tenues les 10 et 17 juin 2007. Les élections législatives de 2012 auront lieu les 10 et 17 juin 2012. Voilà, ça change rien par rapport à 2007. Et je pense que c'est chaque année comme ça, chaque législative, tous les 5 ans, qui sont comme ça d'ailleurs à ces dates-là, parce que de toute façon, c'est toujours ça prévoit les suite au présidentiel, ça laisse... Sauf dissolution. Oui, Ça, j'en parlerai tout à l'heure sur comment fonctionne la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je répète, pour le mode de scrutin, les différentes élections ayant eu lieu en France au suffrage universel direct se sont tenues en vertu de différents systèmes en fonction du régime politique. Depuis 2001, l'instauration par voie référendaire en 2000 du mandat présidentiel quinquennal en lieu et place du septennat en vigueur depuis la loi du 20 novembre 1873 a modifié le mode de gouvernance du pays. Le rapport Vedel remis au président François Mitterrand évoque en 1993 la coïncidence des élections présidentielles et législatives conduisant selon son auteur à un régime parlementaire marqué par l'effacement du Premier ministre réduit à un rôle de chef d'État-major. Mais la commission ne tranche pas, ses membres étant partagés entre un changement de régime et la révélation des institutions. La cohabitation de 1997. Alors qu'est-ce que c'est 1997? Un petit test. Tiens René, je te mets le micro quand même. C'était qui? Le gouvernement Jospin. C'est-à-dire qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale présentée par M. Jacques Chirac, et ensuite l'élection avec une assemblée à gauche qui s'est réveillée, s'est manée, et donc a lieu la désignation du Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse aussi. Histoire de voir si on connaît bien ces classiques en histoire. Ça, c'est pas le cas. Cette cohabitation de 97 a relancé le débat et la nécessité de renforcer le présidentialisme majoritaire en réduisant le risque cohabitationniste. C'est dur à dire ce mot. Mais la consultation du peuple français ne concerne que la durée du mandat présidentiel. La question du renouvellement de l'Assemblée nationale devant être tranchée par la loi, lors du débat préparatoire, le député UDF Hervé de Charette rappelle le discours de Michel Debré devant le Conseil d'État en 1958, selon qui, je cite, un chef de l'État et un parlement séparés encadrant un gouvernement issu du premier et responsable devant le second. Oui, René. Oui, mon cher Sandy, tu sais combien il y a de députés à l'Assemblée nationale? 577. Non, mais ça bien. Yes. Mais ça, c'est... non, mais ça, je parlais tout à l'heure de ça. Mais ce qui est pas mal aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas mal, c'est que maintenant c'est. Ça arrête à 577. Oui, c'est 577, mais qui sont mixtes. Et ça devait. Et il y avait un des. Ils sont moitié-moitié. Autant de femmes que d'hommes. Il y avait quand même, et ça c'est bien. Pour ce gouvernement-là. Oui. Mais avant non. Ça n'était pas. Parce que non mais maintenant c'est bien. Parce que nous on l'a imposé, parce que le gouvernement de Monsieur Hérault l'a imposé maintenant. Mais sinon ça ne s'est jamais fait. De toute façon, sur le débat des 567, on en reparlera après, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Nous avons tout l'après-midi pour... jusqu'à 18h aujourd'hui. Jusqu'à 18h. Alors, la date des élections législatives en France est ainsi déterminée par la loi organique du 15 mai 2001 qui fixe au 3e mardi du mois de juin la fin des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire 5 ans après son élection. Cette loi est adoptée par 308 voix contre 251. Ça, peut-être que tu ne le savais pas. C'est pour ça que j'ai dit que je vais apprendre des choses aujourd'hui. On admet dès lors le principe de légitimité subordonnée ou hiérarchique et que la seconde élection sert à confirmer la première.
Ce nouveau calendrier est mis en place dès les élections législatives de 2002. En effet, à l'échéance normale des calendriers électoraux, le premier tour des élections législatives devait avoir lieu au plus tard le 14 mars 2002. 24 mars même, plutôt, 2002. Ah ouais, alors quand que même. le premier tour de l'élection présidentielle devait, selon les articles 6 et 7, se dérouler le 14 ou le 21 avril 2002. Ça, on va pas rappeler... Ah bon, c'était prévu en avril? Ben oui. Je crois que c'était à Boisson. Mais en 2002, c'était en avril. Hein. C'était ça de toute façon, si tu réfléchis, c'était le fameux 21 avril 2002 qu'on va pas en reparler. Hein. Je vais pas le reciter à nouveau, on en a parlé au moins je sais pas combien de fois. Et pourquoi on n'a pas pu le faire en avril cette année? Ben non, on l'a pas fait. Ben j'écoute, ça vient pas de nous, il faut demander ça. Pourquoi on l'a pas fait? Ben il faut demander au Conseil constitutionnel peut-être. Hein. Non, parce que moi je pense qu'ils voulaient passer la présidentielle tout simplement avant. Le 6 mai. D'accord. Et c'est ça. Alors, comment se déroule le scrutin? Là, on va directement sur les élections. Donc, le déroulement des élections législatives n'est pas fixé par la Constitution française. Non. L'article 25 se borne à mentionner qu'une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Je vais y arriver. Hein. Les modalités du scrutin sont fixées par le code électoral. Tu savais, est-ce que ça te dit quelque chose, le code électoral? Ah oui, bien sûr, le code électoral, c'est le cadre qui va vous définir le bon déroulement de chaque étape au niveau des élections. Ensuite, les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. 5 ans. Combien? 5 ans. 5 ans, exactement. Là, Oui, mais en même temps que la présidence maintenant. Sauf, alors, là, quel est le moyen où ça dure pas 5 ans? Ce sont les municipales. Hein. Non, la dissolution, enfin. Eh oui, à cause de la dissolution. Sauf si le président de la République dissout l'Assemblée nationale et provoque donc des élections anticipées. Bien sûr, mais qui resteront toujours dans le cadre des 5 ans. Absolument. Aussi. Sur la dissolution, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Elles ont pour but donc d'élire un député par circonscription législative. Est-ce que c'est possible de fermer la porte parce qu'il y a du bruit derrière, si c'est possible? Ok. Merci. Donc si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, au moins la moitié des suffrages plus une voix. Et au moins 25% des suffrages des inscrits. D'accord? C'est plus difficile que les présidentielles. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai insisté pour parler de ça, parce que c'est plus facile les présidentielles que les législatives. Donc on va essayer d'expliquer petit à petit à quoi ça consiste. Lors du premier tour du scrutin, les électeurs votent pour un seul des candidats de leur circonscription. Jusque-là, logique. Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, donc là on part du premier tour, et au moins 25% des suffrages des inscrits, il est élu. Oui, il n'a pas besoin de se représenter au second tour. Voilà. Ça fait que t'as pas besoin de faire de second tour. Il est exempt. Hein. Sauf que cette année, il y a une rumeur qui dit qu'il y aura beaucoup de triangulaires. Oui, Ah, il va y avoir des quatards hier. Oula, tes souhaits. Ouais, ça va se battre 3-4, ouais. entre 3 et 4 personnes. Ouais. Dans le cas contraire, facile, un second tour est organisé entre tous les candidats, ayant obtenu un nombrage de suffrages égal au moins de... Ah ouais, alors, ils peuvent aller au second tour à partir de combien de pourcents d'après toi? 10%. Non. Un peu plus alors. C'est 12,5. Ah, 12, d'accord. C'est-à-dire que si le candidat dépasse 12,5%, alors à condition, mais éligible au second voilà, tour. mais à condition aussi que le premier ne fait pas plus de 50%. Ah ouais. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si le premier fait 50%, il est élu. S'il fait moins de 50%, il faut que tous les autres aient plus de 12,5 pour passer au second tour. D'accord. Jusque là, tout le monde suit. 49,9, c'est bon. C'est ça. Il y a un second tour. C'est ça. Et par exemple, c'est pour ça que tu as dit qu'il peut y en avoir 4, il peut même y en avoir 5. Oui, parce que 12,5, si tu réfléchis, 12 multiplié par, tu fais multiplier par 5, ça fait 60. Oui, c'est possible. Hein, ça peut être possible qu'il y ait même 5 ou 6. Hein. Ça peut être jouable encore. C'est pour ça qu'on appelle les triangulaires, et à 4, ce sont des quarts triangulaires. Des quarts ça non, les quatards, je sais pas, triangulaires. Je sais pas du tout. Donc, alors j'espère que les auditeurs comprennent là où est-ce qu'on veut venir, c'est pour vous expliquer comment fonctionnent les tours. Les différentes dispositions autour des législatives. Alors on continue, il peut donc y avoir des cas de triangulaire et de... Alors comment t'as dit ça? Ça s'appelle pas le cater, ça s'appelle les quadrangulaires. Voilà, les quadrangulaires. Ça, tout à l'heure. T'étais très presque là-dessus, mais voilà. C'est quadrangulaire. Au cadran. Donc, quadrant, pas cadran. Le cadran, c'est autre chose. Et à 5 alors Quarté, peut-être quadrangulaire, quintangulaire, je sais pas comment on a fait. Demande à Google et tu donneras la réponse. Donc,
Si un seul ou aucun candidat ne remplit cette condition, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour sont retenus pour le deuxième tour. Jusque-là, est-ce que tout le monde suit? Oui, 12 et demi. Voilà. Non, mais si les conditions ne sont pas remplies, il n'y a que deux candidats qui passent. En fait, il y a une histoire de conditions derrière. Donc le candidat... Non, mais si tu as 5 à 12 et demi, les 5 sont repêchés. Bien sûr. Automatiquement, oui. Ah voilà, donc Alors, après 60 et les autres ils auront que 20 et 20. Alors le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour est élu. Évidemment, logique comme au présidentiel. Voilà, Automatiquement. Automatiquement. Alors concernant les électeurs, alors que tiens, on l'a pas fait pour les présidentielles, on va le faire pour les législatives. Quelles sont les conditions pour être électeur? Allez, je vous pose Déjà, la question. avoir sa carte d'électeur. Oui, c'est alors c'est pas tout à fait ça. Alors c'est ce qui est. Oui, c'est avoir un droit de. Non, c'est pas tout à fait avoir la carte. C'est pas tout à fait avoir la carte. Est-ce que tu le sais? c'est bon. Parce qu'il y a 4 conditions. Moi, je Bah le sais. déjà, il faut avoir sa pièce d'identité. Alors c'est pas tout à fait ça non plus. D'abord, il avoir faut être citoyen du pays, donc Ouais. être Alors. éligible dans la commune où l'on habite ou dans la circonscription où l'on habite. Mhm. Ça, c'est une condition d'éligibilité. Ensuite, justifier de ses droits civiques et de ses droits français, je pense, sur le sol. Mhm. Ce droit du sol, on appelle ça moi. Et puis ensuite, être majeur. Alors voilà, c'est ça. Âgé de 18 ans au moins. Avoir la majorité. C'est ça. Et puis ensuite, droit du sol, je l'ai dit. Alors, j'ai pas droit du sol, hein, Et jouir de ses droits civiques. Voilà. C'est ça. Alors celui-là y est. Alors je vais donner les 4 que j'ai exactement. J'ai premier point, âgé de 18 ans au moins, donc être majeur, être de nationalité française, Ouais. c'est très important, jouissant de ses droits civils et politiques. Ouais. Aussi. Et quatrièmement, et t'étais pas loin, c'est pas tout à fait être avoir la carte électorale, c'est être inscrit sur une liste électorale. Ah voilà. C'est pas tout à fait la même c'est chose. oui. Non, parce que la carte Bah, c'est avoir la carte automatiquement, si t'as pas la carte, c'est que t'es pas Oui, mais inscrit voilà. sur la liste. Non, Oui, mais tu peux l'avoir eu pendant un temps et puis quand tu l'es retiré et que tu la gardes. Ah oui, oui, Parce oui, que mais ta carte, une fois qu'elle est passée, Oui, mais pour avoir la carte, mais il faut être inscrit sur la liste voilà, automatiquement. donc il faut passer en premier par les choses et il faut être inscrit à une liste électorale. d'accord. Où ça, au passage, où est-ce qu'on peut être inscrit à la liste électorale, même si maintenant c'est Par dépassé rapport à la mairie. parce que là il fallait être inscrit jusqu'au Oui. 31 décembre dernier, dans les mairies. mais dans les mairies, c'est tout. dans les mairies. Seulement dans les mairies, on peut pas faire la préfecture par exemple. Préfecture, Est-ce- poste de est-ce- police. est-ce que préfecture, c'est possible? Préfecture, je crois. Non, Je pense aussi, hein. Oui, je pense aussi. Mais la Normalement, mairie, ça sûr. devrait être possible. Mais Mais en général, c'est l'état civil qui règle les conditions des élections. Et figure-toi que tu pouvais t'inscrire sur les listes électorales par rapport aux impôts. Alors il faudrait expliquer juste Au vite fait. centre des impôts. Il faut expliquer quelque chose sur les circonscriptions parce que je les ai pas tout à fait. En fait, son lieu de résidence signifie la circonscription qu'on dépend. Voilà. C'est le quartier. Après, Voilà. ouais, c'est là, oui. Après, donc il faut justifier d'une enclave, d'un domicile sur la circonscription, mais le débat est grand ouvert, car avec les parachutes des uns et des autres, il faut justifier d'un domicile, d'une résidence, donc dans la circonscription où on se trouve. Alors, Tout à l'heure, on va parler des 12 circonscriptions en Gironde parce qu'il y en a 12 maintenant au lieu de Tout à fait, 11. On en parlera oui. tout à l'heure. On parlera des Il y en candidats a ou ça. 12. Il y en a 12 maintenant. Ouais, On en parlera tout à l'heure. J'ai la liste des candidats, tout ça, de comment Du découpage du aussi. découpage aussi. Oui, je les ai. Oui, donc j'en parlerai D'accord. tout à l'heure. Alors, est-ce que vous connaissez aussi comment être candidat aux élections législatives? Comment, d'après vous, il faut être? Je pense qu'il il y a un système de signature. Alors déjà, il y a peut-être quelque chose qui paraît bizarre, parce que je savais pas que c'était obligé. Il faut être électeur pour être candidat. Mais oui, Ah bon oui. Faut être, c'est-à-dire, faut être citoyen, quoi, en gros. Donc, Électeur, faut voir. Donc là, tu as raison. Être électeur, c'est être inscrit sur une liste électorale et avoir sa une carte, électorale. Voilà. donc déjà, Voilà. Justifié d'un bureau de vote. donc pour se présenter, il faut être un électeur. D'accord. D'accord. De ça, par contre, peut-être que les gens ne le savaient pas. Il y a une histoire Je de parle, signature là, aussi. on parle de députés. Non, ça Non. c'était pour les présidentielles. Ouais. Mais là, on est 500 dans les signatures, contrairement aux législatives, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout pareil Non. des conditions pour être candidat. Alors justement, il ne lui est pas obligatoire de se présenter dans la circonscription où il est inscrit. Voilà. Ah bon, par exemple, Absolument. par rapport à notre Donc, par exemple, circonscription. moi, si je veux m'inscrire à Gradignan, je peux. C'est-à-dire que là, on est dans. D'accord. Si Nous- même Et si t'es du Gradignan, c'est la Bouscat. troisième. Par exemple, nous, on fait partie- Ou la quatrième Sarko, je crois. Nous, on fait partie de la deuxième parce qu'on est, Deuxième, on est avec mais Michel dans Delaunay, le- nous personnellement. Voilà, moi, je suis Mais, la première avec voilà. avec Doucet. Hum.
Et donc, si on a envie d'aller dans la 3e, eh ben on peut. D'accord, pour Et aller ça, on voter, expliquera. ça dépendra de... Après, ça dépend les programmes qu'ils ont aussi. Non, après ça dépend, dépend ça dépend de ton implication À la vie citoyenne. à la vie électorale. Alors ça, Oui, à la vie citoyenne. alors Non, évidemment, électorale. alors ça évidemment c'est logique ce qu'on me dit. Il est en revanche interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Évidemment, obligé. évidemment. Obligé. L'inscription sur les listes électorales n'est pas une obligation. Seule la qualité d'électeur l'est. Voilà, donc Ah. si tu veux, tu peux te présenter dans la circo de Biarritz. Alors, autre condition, il est impossible de cumuler à la fois. Alors, ça aussi c'est très important. Il est impossible de cumuler à la fois les mandats. Alors, d'après vous, de quoi? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Par exemple, pour les députés. D'après toi, qui ne peut pas être député? Par rapport En fait, c'est ça la à question. la mairie. Non, c'est pas. Non, c'est non, non. Il y a des non. députés maires. Et non, t'as faux. Ouais, député maire. Les députés maires, ça existe. Ouais, mais normalement, je pense que t'as pas le droit d'avoir plusieurs fonctions. En fait, c'est simple. En fait, c'est simple. Réfléchissez. Il y en a un. Il y a un mandat qu'on ne peut pas cumuler et en plus c'est logique. Il y en a un. Mais ministre et député. Et non, pas les ministres. Non, un ministre peut être député. Bien sûr. La- On a droit à deux mandats, Non. je crois. De toute façon, en plus, les conditions, en plus les ministres actuels, ils ont intérêt d'être députés pour qu'ils continuent au gouvernement Ah, c'est d'ailleurs. bizarre, parce qu'il y a les députés maires, il y a les députés conseillers municipaux, il y a les députés... Oui, et bien réfléchis encore. C'est municipal. Non. C'est les maires. Non, c'est pas les maires, tu vas y arriver. T'as les... on va repasser les... Alors, je vais faire un les- indice si je vous dis Parlement. T'as les... Ben oui, ben, le président de l'Assemblée. Non, le sénateur peut pas être député. Ah, mais oui. évidemment. Parce que c'est deux Et chambres. oui. Donc, Ah parce oui, que c'est comme deux le Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, Et le ils peuvent Sénat, pas faire oui, les deux. Ils peuvent pas faire les deux dans l'Assemblée, pas dans le Parlement. Parce Ouais. que le Parlement, c'est deux choses. On en parlera Oui, tout à l'heure. Mais je pense- C'est deux chambres. Moi, C'est je donc- pensais que t'avais pas le droit. Normalement, je pensais que t'avais pas le droit de cumuler plusieurs trucs. Si, là, on est en train de revoir la copie pour autoriser uniquement que 2 mandats et arriver plus tard à un Oui, non, mais mandat normalement, unique, par sur exemple, le mandat du député. Si t'es le maire, Oui. d'une ville, normalement, t'as pas le droit. Ah ben si, ah ben si. Oui, mais En tant que député, tu représentes ta ville, ta commune au sein de l'Assemblée nationale et tu défends les intérêts de ta commune. d'accord, ok. Pour les dossiers, pour les constructions des écoles, des collèges, des lycées. Et Moi, tu montes mais les je dossiers. trouve Alors, ça un pour peu que moi, il y a- stupide je- aussi. on Il y a en parlera d'autres, il y a demain, autres mais interdictions. peut-être, Alors, je vais parler du sénateur, mais il y a d'autres aussi interdictions. Alors, interdit aussi de cumuler à la fois le mandat de député et plus des mandats suivants. Alors attention, Ouais. conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, apparemment, conseiller à l'Assemblée de Corse, Oui, parce qu'eux, ils ont une disposition à part. conseiller général, Mhm. conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants. D'accord, ça t'as pas le droit de cumuler. Voilà, ça En c'est étant interdit. conseiller, t'as Donc, pas le droit de venir député. Désolé, hein, tu peux pas être député. Pourquoi Il y a plus de 3500 habitants. T'es hein, au conseiller. Bouscat. Non, chez moi, il n'y a que dans 3000. Oui, ben voilà, donc, Donc, ben donc si. au revoir, tu peux pas être député hein, Mais déjà. si, parce que, Tu ne peux pas. Mon maire est député suppléant. Oui, mais les maires. Et Oui, le maire, les ils maires, peuvent, ils mais les peuvent. conseillers municipaux ne peuvent pas. Ah, d'accord. Ah, oui. Donc tu ne peux pas. Tu peux Désolé, hein, tu peux pas tout À faire. moins que tu René. décides de quitter le conseil. Ah oui, mais... Oui, parce qu'on peut l'annoncer, René, pour ta fonction ou pas, Ah oui, on peut- moi, je oui, suis parce que seul. notre ami René, qui est quand même avec nous depuis maintenant un an, Depuis il un est an, quand même oui. conseiller municipal au Bouscat. Au Bouscat, oui, donc, à côté de Bordeaux. à côté de Bordeaux. Une Donc, commune très facile. donc s'il y a- très s'il y a- dure. s'il y a des gens qui veulent te poser des questions sur comment ça fonctionne, peut-être que tu nous qu'on nous Ah fera oui, un spécial, bien sûr. un spécial On fera un municipal. spécial, Mais oui, de toute façon, moi, C4 municipal, je ouais. m'intéresse de près à la vie politique et donc ça fera l'objet de chroniques. De chroniques ou de débats simplement. Voilà, ça débat va, aussi décalé parce que la politique ça emmerde tout le monde, mais c'est bien que l'information passe et que les gens en prennent conscience. Sache, Ça c'est un devoir de citoyen, parce que moi je suis dans cette logique-là, et j'aime bien plaisanter, c'est vrai, mais j'aime aussi vous dire la réalité des choses et la véracité des dossiers d'un citoyen lambda, comme on dit. Alors, chaque candidat doit désigner un suppléant Ouais. qui le remplacera à l'Assemblée nationale s'il est amené à quitter son mandat. Ça, par contre, les gens ne le ça, savaient pas. ça, Ça, c'est des choses que je pense que les gens ne savent pas, ça, par Non, contre. parce que moi je Non. pensais qu'il remplaçait en cas d'absence
en cas d'absence de... Oui, c'est en cas où si... C'est-à-dire que Là, c'est en cas où s'il se retire. une vacance du poste. Absolument. C'est-à-dire que moi, pour moi, le suppléant, c'est par exemple, il va chez le coiffeur le lundi ou le mercredi pendant le conseil des ministres, c'est son suppléant qui y va. Non, Non, c'est mais seulement... c'est un peu bizarre comment c'est... Oui, donc c'est quand bizarre il est comment c'est vacant de poste, organisé. c'est qu'il est empêché par une autre fonction de jouer son rôle de député, et à ce moment-là, c'est le suppléant qui intervient et qui prend la suite le temps de son vacance de poste. Alors là aussi j'apprends quelque chose, là aussi je vais apprendre beaucoup de choses, parce que tu me dis si dans les présidentielles ça se fait la même chose, parce que je n'ai pas trouvé ça. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que les élections législatives financent les partis politiques. Alors est-ce que tu le savais ça ? Non. Eh bien je l'apprends. Parce que je vais vous expliquer. J'avais eu écho de ça. Alors je vais expliquer. Alors ça Ah. mérite explication. Les élections législatives permettent effectivement de financer les partis politiques en partie, bien sûr, pas tous. Ouais, pas totalement. En 2007, par exemple, l'élection d'un député rapporte combien d'après vous ? Ça rapporte combien à son parti politique ? 44 000 €. Tout de même. Ah oui, quand même. Tout de même. Ouais. Mais à C'est condition. des sous qui pourraient servir à autre chose. Mais à condition aussi de présenter au moins 50 candidats dans 50 circonscriptions. D'accord. D'accord. Donc pour toucher ça, il faut qu'il... Et d'obtenir au moins 1% des voix. 1%, ça fait à peu près la moitié. 1%, c'est rien. 1%, ça devrait en faire une dizaine. Par candidat. Ouais. 1% par candidat. Donc ça fait 50%. Chaque bulletin de vote rapporte d'après vous combien d'après vous 1 euro. Alors voilà ce que ça me marque. Chaque bulletin de vote rapporte exactement 1,63 € par an pendant 5 ans. Ah putain, quand même, ouais. Alors ça c'est quelque chose que j'apprends. Moi aussi, je le savais pas. Il y a des choses que les gens ne le savaient pas. Ouais. Mais 500 voix, 500 euros. Par an. Oui. C'est pourquoi non. C'est pas beaucoup. un peu plus même parce que c'est 0,63 mais C'est 1,63 comme tu disais, et sur 5 ans, ça fait pas mal. Hein. Bon, en tout cas, la conséquence aussi sur la gouvernance du pays, la constitution voulue par le général de Gaulle visait à renforcer les prérogatives du chef de l'État et du gouvernement au détriment du Parlement. Le Parlement, pour rappel, c'est comment ça marche le Parlement ? Parce que l'Assemblée nationale fait partie du Parlement, et c'est quoi le Parlement ? Eh bien, c'est les deux chambres. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure. Chambre des métiers, chambre des commerces. Non, pas chambre des métiers, non. La chambre des députés, la chambre des sénateurs. Encore une boutade qui vient de sortir, bravo, Oui, non, félicitations. Et bien, ce que je veux dire, en début d'émission, c'était écouté le Sénat et l'Assemblée il a nationale. parlé qu'il y avait deux chambres. Donc voilà, moi je dois dans la troisième chambre. Bon, mais pas grave. c'est bien, le Parlement c'est un T3, donc c'est bien. Ouais. C'est n'importe quoi. Et le perchoir, c'est celui qui est au-dessus de la première chambre. On dit n'importe quoi, c'est pas grave. C'était de l'humour, histoire de... Vaut mieux se détendre comme ça. Donc au cours de la 5e République, la hiérarchisation au profit du président élu au suffrage universel et non en faveur du chef du gouvernement responsable devant le Parlement a montré qu'il n'existait pas toujours de réelle prééminence, en particulier lors des périodes de cohabitation. Ouais. Le phénomène majoritaire de l'Assemblée nationale est une des clés de voûte du système institutionnel. Voilà. Voilà en gros comment se déroulent les élections législatives. Alors là j'ai appris beaucoup de choses aussi. Il y a des choses que je ne savais pas pour être honnête. Ah mais moi non plus, j'en savais rien du tout. Mais voilà, et tu en penses quoi? Alors autre chose, s'il y en a qui veulent réagir sur le chat, le téléphone n'est pas encore allumé. Le chat fonctionne, hein, www.equality-radio.fr. J'ai Lionel avec moi. Sur le chat. Bonjour à toi Lionel. Félicitations René, élu monsieur le conseiller. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Donc, non, personne n'est au courant. Ça va faire un an. Et c'est quand les municipales? C'est 2014 je crois. Hein. Ce sera 2015. Donc je suis élu pour 3 ans. 2015. C'est pas 2014 les municipales plutôt? Non, parce que si tu veux, en 2014, il va y avoir le retour des élections sénatoriales. D'accord. Donc ils veulent pas cumuler en juin deux élections. Soit faire 2 tours sur les sénateurs et 2 tours sur les municipales. Alors justement, j'ai une question à poser. Donc je pense que par rapport à ça, ce sera décalé. On en a parlé de ça. À l'année suivante. Alors j'ai une question à poser. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent se poser des questions. Les législatives, c'est pour élire les députés. Oui. Jusque-là, où on suit. Pourquoi on ne fait pas le Sénat? Parce que c'est 2 chambres différentes et le Sénat est renouvelé par tiers tous les 6 ans, tous les 3 ans, et on fait par moitié un renouvellement du Sénat. Et est-ce que tu te rappelles qui élit le Sénat?
Est-ce que ça, tu t'en rappelles? On l'avait dit. Ce ne sont que les élus. C'est-à-dire les conseillers généraux, normalement. Les conseillers généraux, les conseillers régionaux, Voilà. et je pense que Les mairies, les... Je crois que c'est plus les conseillers généraux et régionaux, je pense pas que les mairies y sont, je crois. En tout cas, voilà, c'est ça la différence. Le Parlement, donc voilà, on répète, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, ce sont les citoyens qui élisent les députés. Par contre, les sénateurs, ce sont les élus qui élisent le c'est pour Sénat. qu'on puisse avoir pour les les députés, pour tout ça, c'est pour qu'ils puissent voter les lois, faire passer les lois. C'est-à-dire que C'est le pour Sénat, ça. ça va être tout ce qui est territoire. Ouais. Et député, c'est tout ce qui est législatif. Ouais, les lois. Donc, si tu veux, la loi va être présentée d'abord aux députés, qui va l'envoyer au Sénat. Le Sénat va regarder la loi, les fonds, si c'est bon, si elle est bien fondée. Ensuite, cette loi-là va revenir aux députés. Ils vont retravailler sur la loi, voir si tout va bien, les articles, les mots. Et elle sera validée par... Et après, donc, si le Sénat dit oui, ils pourront entériner la loi. Et si jamais le Sénat dit non, ils retravaillent la loi, ça repart au Sénat. Le Sénat il réétudie les nouveaux articles qui ont été les amendements rajoutés à la loi, puis ça peut durer des lustres. Qui c'est si jamais alors si jamais les députés qui votent. Alors justement une question qui passe en priorité. Imaginons l'Assemblée nationale vote et le Sénat dit non. Qui c'est qui part en qui c'est qui est prioritaire? C'est les députés. Donc l'Assemblée nationale, même s'ils disent oui, ça sera quand même oui. Oui, mais il faudra qu'ils fassent au moins 2-3 tours. D'accord. Ah oui, ça sera plus long quoi en fait. Ouais, ça sera un jeu de flipper. Voilà, tout à fait. Ça va repartir. Ils vont regarder les amendements. Alors, les amendements. Ça sera comme la boule de flipper. Les amendements, les décrets, les lois, il y a tout ça quoi. Et après, tu peux faire une loi, mais qui ne sera jamais appliquée. Oui. Parce que les décrets n'ont pas été accordés. N'ont pas été accordés, d'accord. La loi est bloquée. Donc, ouais, mais bon, après voilà. Il y a plein comme ça quoi. Il y a beaucoup de lois qui ont été... Alors justement, ça va être la transition parce qu'on va parler de l'Assemblée nationale juste après, parce que ça aussi c'est important. On va parler un tout petit peu de la Constitution au passage, parce que ça dépend aussi de ça aussi. Donc rassurez-vous, je pense que Nicolas ira au Conseil constitutionnel avec 11 000 euros par mois. Nicolas Sarkozy. Oui, non mais il arrive là. Mais ça on en parlera. De chez moi, mais il a fini ses vacances, 7 jours. Mais il a dit qu'il quittait la politique. Non. Non, ça c'est ce qui était censé. Ce sont des effets d'annonce. Oui, mais il y a eu une autre rumeur. Il y avait une autre rumeur qui circulait. Il dit ce qu'il fait et il fait jamais ce qu'il dit. Donc, alors il y avait une autre rumeur. Il y avait une autre rumeur sur lui qui disait, j'ai vu ça dans les journaux, qui soi-disant il allait revenir sur son premier métier en tant qu'avocat. Oui, alors ça c'est possible. De retour dans son cabinet d'avocat, c'est bien possible. Ah, voilà, faut qu'il reprenne ses études. Après, la politique, elle sera mise en stand-by, à mon avis. Mais peut-être qu'on le reverra surgir, soit dans une mairie, soit... Déjà, il va intégrer... peut-être au niveau des tribunaux, intégrer le Conseil constitutionnel des sages. Les sages, ce Conseil constitutionnel que le gouvernement Hérault et que M. Hollande veut réformer, c'est que les anciens présidents siègent dans cette constitution qui veille à la garantie et au bien-être, au bien fondé des lois. Et donc ce poste-là, il veut le supprimer, quoi. L'Assemblée nationale, donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Eh ben, moi je sais que c'est national. Hein. Passionnant. Bravo. Mais c'est la réunion de tous les députés. C'est le conseil. D'abord, l'Assemblée nationale existe depuis quand? Depuis sa création. Oui, merci René. Mais encore, merci. 1789. Non, faux. Alors, c'est vrai, peut-être sous un autre nom, peut-être à la limite, mais l'Assemblée nationale, le nom, cette Assemblée nationale actuelle existe depuis 1958, c'est-à-dire la Constitution. Ben oui. Voilà, de la 5e République. Avant, pourtant, en 1951, c'est quoi, l'histoire de l'homme alors? Oh, je t'en prie, c'est 48 les droits de l'homme. Ah bon. Il essaie de me tester en fait, je vois ça, il essaie de savoir si je connais. Laquelle s'est passée en 51? Moi je sais pas, c'est une année sympathique. Non, 51 je crois que c'est les droits de l'enfant, ou 49. Je vois qu'il faut que tu révises ton histoire. 51 le droit de l'enfant.
Non, je Ça, crois pas. vous savez pourquoi que je dis ça? Parce que dans le programme des députés, l'éducation nationale, elle est au grand cœur de tous les débats. Et justement, les cours d'histoire manquent dans nos classes. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je faisais allusion à mieux comprendre notre histoire. Alors, rôle principal de l'Assemblée nationale. Quel est le rôle? Alors je répète, l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on va voter aux législatives. Voilà. Donc, Mais quel est le rôle? principal, Le rôle, c'est de c'est- légiférer. Non, et j'en ai 3. Et de Non, présenter c'est les qu'ils textes de loi. doivent accepter les lois. Pas tout- ah non, Proposer. ah non, Proposition. Proposition de proposer, c'est pas. Non, Non, c'est pas c'est tout à la- fait. c'est Alors, les ils peuvent débattre, hein, ils peuvent débattre effectivement. Ils peuvent voter les lois parce qu'en fait, Oui, voilà, pour le Pour rappel, voter les lois, il faut qu'elles soient écrites parce que en c'est pour séance. ça, qu'on insiste beaucoup sur les législatives et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on en a parlé lors des 2 émissions présidentielles. On avait dit si les législatives sont importantes, c'est parce que ce sont les députés qui votent les lois. Il y en a plein qui se disent que c'est le président de la République. Eh ben non. Non. Le président de la République, il fait des propositions, Voilà, c'est ça. mais c'est pas lui qui fait les lois. Non, C'est très important à dire. Voilà pourquoi on insiste sur ça. Ensuite, ils peuvent aussi amender les lois. En fait, le président a un rôle d'exécutif, alors. Et aussi militaire. Et militaire, oui, ça, c'est le chef des armées. Ouais. Il a aussi un pouvoir législatif, mais il n'en a pas beaucoup par rapport aux ministres et à l'Assemblée nationale. Voilà. Ensuite, de plus, cette institution a, contrairement au Sénat, le pouvoir de renverser le gouvernement. Est-ce que ça, vous le saviez? Le Sénat? L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. D'accord. Oui, parce que le Conseil des ministres qui est une chose et les députés qui en sont une autre. Alors, le siège de l'Assemblée nationale, où c'est? Au Palais Bourbon. C'est ça, à Paris, bien sûr. Paris-Bourbon, ouais. Donc, l'Assemblée nationale Et qui compte... quel arrondissement de Paris? Paris 15e, Paris 13e. Mais le Bourbon, c'est pas à côté de la Concorde? C'est pas le 15e. Non, c'est pas loin de l'Élysée de la Concorde, je crois. C'est si le je me trompe 15e. pas. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en bas du rond-point des Champs-Élysées, là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le 15e Et- arrondissement. Plus que le 15e. Mais Oui. c'est à côté de la Concorde, c'est ce qui me Oui, semble. oui, Voilà. oui, c'est ça, c'est pas très loin. Et ce qui, dans le redécoupage des fameux territoires et des circonscriptions, Paris devait passer de 20 à 18. On s'en est où, ça? Arrondissement. Oui, Ah oui. on s'en est où ça? Ah, ben ça on ne sait pas, parce que nous on est à Bordeaux, on n'est pas à Paris, hein, au Ben passage. oui, mais bon, voilà. Mais bon, donc après- on en parlera demain. Eh ben, tu trouveras, À chercher. Tu trouveras, ça sera, À trouver. ça sera dans tes trucs. Ça fera dans le quiz de demain. T'appelles Lycos et voilà, il va te le trouver. Alors, non, j'ai appelé, donc on l'a dit Tonton. tout à l'heure, l'Assemblée compte 577 membres qu'on appelle députés, 7. élus pour la plupart aux élections législatives, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour une durée de 5 ans. On l'a dit tout à l'heure. 2 tours et plus 100 c'est ça? Comment 2 tours et plus 100 Sauf si le suffrage, voilà, sauf si la majorité absolue C'est au la premier tour. majorité, oui. Alors dans l'histoire, donc on l'a dit tout à l'heure, il y avait d'autres noms de l'Assemblée nationale avant. En 1789, ça s'appelait l'Assemblée. Non, ça s'appelait pas l'Assemblée nationale. Je l'ai dit tout à l'heure. L'Assemblée des rois, non, pas Il des rois, y avait Chambre des représentants, l'Assemblée corps féodale, non législative, C'est pas féodal chambre des députés aussi. Qu'est-ce que tu dis? L'Assemblée féodale. L'Assemblée féodale. Non, je crois que c'était bien avant. Je crois que c'était chez les rois, ça, le féodal. Mais bon, là, je suis à la Révolution. Je savais pas que. C'est la chambre révolutionnaire. Tu sais. C'est pas la chambre révolutionnaire? Combien d'arrondissements du Palais Bourbon, s'il te plaît, t'as dit? Mais au départ, il y avait 20, et là, il doit passer à 18. Non, mais t'as dit quel Moi j'ai dit arrondissement? le 15e. T'as dit combien, toi? Moi, j'avais dit le 18e. Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le 7e. Ah bon, alors, Comme ça, c'est voilà. réglé. C'est Voilà. sur la rive gauche de la Seine, dans un bâtiment qui accueille depuis 1799 toutes les chambres basses du Parlement français. Ah, mais tu vois, Voilà. j'avais raison. Oui, mais bon. 1789, mais j'avais pas le bon nom. Alors, au niveau des rôles, l'Assemblée nationale est une institution de la 5e République, ça il faut bien être clair là-dessus, Moi, il me tarde à la 6e. et qui forme, avec le Sénat, une des chambres du Parlement français. À ce titre, elle vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Voilà, qu'est-ce qu'on va voter. Hein. Oui. Imaginez ce On qu'on va vote. Hein. s'amuser. Ces pouvoirs sont fixés par la, d'après vous,
par la Constitution de 1958. Donc les institutions de la Ve République, mises en place en 1958, correspondent aux idées du général de Gaulle, telles qu'il les avait exposées dès 1946. Jusqu'en 1962, les pouvoirs publics doivent résoudre la crise algérienne. Il y avait la guerre d'Algérie à l'époque. Puis une deuxième phase s'engage sur le plan institutionnel avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct et l'apparition d'une majorité homogène à l'Assemblée nationale. Ensuite, l'Assemblée nationale voit son rôle de plus en plus affirmé, tant du point de vue politique qu'en matière de contrôle du gouvernement, puis confirmé par la révision constitutionnelle de juillet 2008. D'accord, tout jusqu'à vous suivez. Alors, votre... T'as grossi, hein. Ouais. C'est bien, on en est ravis. Ensuite, l'Assemblée vote les lois et on propose, alors tu vois, tu avais raison, donc il propose aussi les lois, Oui. mais il propose avec le Sénat. Pas tout seul. Oui, il le propose avec le... Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, l'histoire d'aller-retour. Exactement. D'accord. Donc on parle alors de projet de loi lorsque le texte est déposé par le gouvernement et de proposition de loi lorsqu'il émane du Parlement. Jusque-là, vous suivez. Oui. C'est pas pareil, vous voyez, il y a deux choses différentes. En cas de rejet d'un projet ou d'une proposition de loi par le Sénat, le texte retourne à l'Assemblée nationale pour être amendé. D'accord ? Ce va-et-vient du texte de loi entre les deux chambres jusqu'au vote d'un texte identique est appelé navette parlementaire. Est-ce que tu le savais ça ? Oui, bien sûr. Voilà, ça, les gens peut-être ne le savaient pas. Ou tout simplement navette. D'accord ? Si le désaccord persiste, une commission parlementaire mixte paritaire est créée, composée de 7 députés et de 7 sénateurs, afin de régler la question. Un nouveau texte est alors proposé aux deux chambres. D'accord ? Si aucun accord ne peut alors être trouvé et à la demande du gouvernement, c'est finalement l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct qui vote la loi selon les termes de son choix. Cette procédure est appelée le pouvoir du dernier mot accordé à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien l'Assemblée nationale qui a, quoi qu'il en soit, le dernier mot. Pour moi, ils ont le dernier mot sur les lois. Parce que en fait, vous savez pourquoi ? C'est simple. Pourquoi l'Assemblée nationale dernier mot ? Pourquoi d'après vous ? Mais parce que c'est eux qui sont, c'est les derniers qui sont élus par le peuple. Parce qu'en fait, voilà, ils sont élus par le peuple, donc le peuple passe en premier. Voilà. Tout ça, c'est tout bête en fait. C'est logique. C'est la parole du peuple qui prévaut sur la parole des élus. Ben ouais, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais suivi le peuple. Aussi. Ah, pas vraiment. Les députés, ils défendent leur circonscription de toute façon. Oui. Les référendums, non, mais c'est autre chose. l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais, en partie, ils n'ont jamais respecté les avis des citoyens, parce qu'il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois qui ont été faites en sens inverse des propositions. Alors, on en avait parlé la semaine dernière de ça, du voir René, et je pense que tu vas l'apprendre. Est-ce que tu connais comment ça marche la dissolution ? Je vais en parler un petit peu. Oui. Donc, comment marche une dissolution de l'Assemblée nationale ? Le président de la République seul peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais, tout à fait. Ceci ne peut être fait combien d'après toi ? Un an après. Non, c'est une fois par an. Une fois par an, C'est une fois à par an. condition qu'il perde sa majorité à l'Assemblée nationale. Hein. Par exemple. Voilà. S'il n'a plus de majorité, Si, oui. par exemple, c'est ça, si la majorité présidentielle n'est plus, il peut provoquer la dissolution. Ouais. Et donc il y aura... Ouais, mais comment ça se passe après? Justement. Il y aura la cohabitation. Mais après, c'est nous qui réélisons les députés, tout simplement. Il y aura une réélection législative. Il y aura de nouvelles élections législatives et encore une fois, c'est nous qui élisons encore les députés, comme toujours. Donc c'est encore nous les poireaux qui en Voilà, en gros, on est toujours les poireaux de service. Non, moi je dirais plutôt les dindons de la farce. Aussi un petit peu. Donc, on ressemble tous à des navets et puis voilà. Voilà, donc des navets, on passe à la navette. Hein. Alors, cette dissolution entraîne automatiquement la tenue d'élections législatives qui sont dites alors anticipées. Donc il y aura de nouveau, parce qu'au départ c'est tous les 5 ans. Donc il y aura des élections anticipées. Je ne sais pas si ça décale tous les 5 ans les législatives. Non, mais il ne bouge pas. Non. Il y aura une dissolution, donc reconvocation, émanation vote électoral pour la nouvelle assemblée, et puis si elle est confirmée, il y aura un nouveau ministre de l'opposition, issu de la majorité des députés. Est-ce que tu connais, alors là c'est une question, d'après toi combien il y a eu de dissolutions au total sous la 5e République? J'en ai connu 3 je crois. Alors pour toi t'en as 3. Ouais. Il y en a 5. Ah mais j'en étais pas là, moi il y en a dire 4 Cresson, je me rappelle. Alors il y en a eu en 1962,
sous le Charles de Gaulle, après l'adoption d'une motion de censure. Donc c'était contre le gouvernement Georges Pompidou. Donc c'était qui le Premier ministre? C'était Georges Pompidou. D'accord. Donc le 30 mai 1968, encore sous Charles de Gaulle, il en a fait donc 2, pour dénouer la crise de mai 1968. D'accord. Et c'était qui le... Là c'est pas marqué. Par contre, qui c'est qui était... j'ai pas l'information de qui était Premier ministre à l'époque. Ensuite, sous François Mitterrand, le 22 mai 1981, après sa victoire à la présidentielle et pour disposer d'une majorité à l'Assemblée, c'est Michel Rocard, hein. Il l'obtiendra d'ailleurs, aux législatives. Ensuite, le 14 mai 1988, toujours sous François Mitterrand, je crois que c'est sous son second mandat cette fois, après sa réélection, et pour la même raison, la victoire de la gauche aux législatives est forte, mais moindre qu'en 1981. 88. Voilà, et enfin, après c'est 93. Et celui qui m'a marqué le plus, effectivement pour moi, c'est celui de 97. Personnellement, Jacques Chirac, je crois que c'était Alain Juppé justement qui était Premier ministre en 95, jusqu'en 97, et il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale, et c'est M. Jospin qui a été élu, qui a repris le pouvoir. Poste de Premier ministre. Voilà. D'accord. C'était Edith Cresson, c'était Michel Rocard, je crois qu'il était Premier ministre, il y a eu Bérégovoy peut-être aussi, Bérégovoy, je crois. Lui est décédé. Et puis après il y a eu après Bérégovoy, Cresson, Fabius, je crois qu'il était Premier ministre. Voilà, qui après donc le temps d'une mandature, et puis après ça a été Juppé, puis après ça a été sous Chaban-Delmas, il a été Premier ministre, Chaban-Delmas, et Giscard d'Estaing, il n'y a pas été, c'est Chirac qui a été Premier ministre. C'était pas sous Mitterrand. Oui, c'est ça, il y avait cohabitation entre les deux, exactement. M. Chirac et M. Mitterrand, moi je me rappelle très bien de ça. C'était juste avant Balladur, non, un truc comme ça je crois. C'est juste avant Balladur. Alors, on parle aussi des relations avec le gouvernement. Alors justement, en tant que chambre de parlement, l'Assemblée nationale contrôle la politique du gouvernement. Elle a plus de pouvoir en ce domaine que le Sénat. Ça, par contre, les gens ne savaient pas. À travers les procédures de vote de confiance, de motion de censure et d'engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte. Concrètement, cela signifie que la majorité de l'Assemblée nationale doit être en accord avec le gouvernement. D'où pourquoi il y a sans arrêt des gueulantes à chaque fois qu'on regarde les directs à l'Assemblée nationale, et c'est toujours comme ça. Mercredi après-midi. Ils ne sont pas forcément d'accord. D'accord, donc d'où les questions au gouvernement. Alors, c'est pour ça que le mercredi après-midi, ils ont fait le spécial Assemblée nationale. Ben oui, de façon à ce qu'on soit au courant de ce qui se passe dans leur assemblée. Mais ils sont jamais d'accord, de toute façon. Oui, mais c'est toujours comme ça. Oui. Alors, moi je pense que la gauche va gagner, mais sans raz-de-marée. Alors voilà ce qu'il y a une personne que je connais, c'est André, qui me dit sur le chat que d'après lui aux législatives, la gauche va passer, mais pas dans un raz-de-marée. Qu'est-ce que t'en penses, être assez équitable? Moi je pense que ce sera comme au présidentiel, ce sera du 51, 49, un truc comme ça. Ouais, moi je dirais 50-50, ça va être mitigé. Vous voulez pas le vote du public aussi, ça va aller? Non, on a le coup de fil à un ami si tu veux. D'accord, 50-50, c'est pas possible. Alors, ce fameux... Non. Alors, ils seront décisionnaires en cas d'égalité. D'accord, et tu mets qui Premier ministre alors? 50-50. Bah tu refais un vote. Non, il faut qu'il y ait 49,9 et 51,1. Ça suffit. Bah oui, mais ça revient au même. Si t'arrondis. Ah oui, mais peut-être, mais... Si t'arrondis, parce que t'as 49,9 et 51,1, automatiquement ça fait 50-50. Donc automatiquement, c'est celui qui a 50,1 qui passe. Alors, et par contre, il y a quelque chose que peut-être les gens ne savaient pas. Oui, le gouvernement. C'est comme ça qu'on a fait pour l'année. Alors le gouvernement qui n'est pas le Parlement, le gouvernement c'est les ministres. Et ça par contre c'est quelque chose que peut-être les gens ne savent peut-être pas. Le gouvernement peut faire adopter un projet de loi sans passer par un vote. Alors ça, est-ce que ça vous saviez? Oui, c'est la question 43. Alors en fait c'est sans débat et sans dépôt d'amendement portant directement sur ce texte. Alors cette disposition est surnommée, combien t'as dit? 43.3. Non, c'est 49,3. 49,3. En référence à l'article de la Constitution l'ayant instauré.
Donc une motion de censure peut toutefois être déposée contre le gouvernement dans les 24 heures après l'appel au 49-3. Donc ce pouvoir est particulièrement critiqué par les députés de l'opposition. Forcément, c'est logique. C'est du passage en force. Logique. Mais oui, c'est comme ça qu'ils ont réussi le gouvernement, le précédent gouvernement. Et au contraire, les partisans de cette disposition mettent en avant qu'il s'agit du meilleur moyen d'éviter l'obstruction parlementaire et des débats considérés comme trop longs sur des mesures jugées urgentes. Mais moi, je suis d'accord avec vous, mais faites ce que je dis. Mais c'est ça, quoi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors d'ailleurs, Voilà. j'ai le nombre au 1er mai 2012, enfin sous la 5e République, il y a eu au total 82 engagements de responsabilité selon cette procédure. Ah, quand même. Il y en a eu 82. Et il y a eu suivi d'une motion de censure dans 48 cas. Tout de même. Ouais. Voilà. Après j'ai plein de questions, je vais pas embêter avec les questions quand même. Voilà. Et c'est possible de savoir un peu les réactions du chat là pour savoir. Les chats ils réagissent, je te rassure, t'inquiète pas. Qu'on ait un peu de. Mais arrête de pousser le fil. J'appelle un ami, on me dit aussi sur le chat. Quel risque si la droite passe? Alors voilà une question. Quel risque si la droite passe? Si la droite est à droite et la gauche à gauche. Alors va-t-il y avoir cohabitation? Ils vont devoir choisir un ministre de la droite, donc c'est les députés qui vont mettre en place ça, et la cohabitation, eh bien... C'est pas sûr que ça fasse. Alors si l'Assemblée nationale reste à droite, il y aura cohabitation. Ah oui, c'est obligé, ça c'est la loi. Automatiquement. Automatiquement. T'as pas le choix. Ouais, mais donc bon, c'est le nombre de sièges. Ça risque de créer des tensions par rapport à... Non, parce que toutes les propositions de loi de la gauche seront refusées, c'est tout. Oui, non, mais c'est complètement... Tout ce que tu veux faire du bien, ça sera annulé. Ça sera pas et non seulement il y aura ça, et comme on vient de le dire, on en a parlé pour le présidentiel, non seulement il y aura cohabitation, et en plus, il y aura un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que tous les programmes de François Hollande vont sauter. On va avoir un gros... Non, ils seront mis ensemble. Il faut savoir que le président... Vont sauter. Non, ils resteront proposés. Excusez-moi, monsieur Alex, je l'en prie, monsieur Sandy, donc monsieur René parle. Et donc, si tu veux, puisque le président a droit de dissoudre une fois par an, et bien l'année prochaine, il y aura une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pour repartir l'année prochaine. Donc les dossiers, on ne peut pas les faire maintenant. Eh ben, l'année prochaine. Oui, et si c'est encore le même cas? Ah, c'est pas dit, c'est pas changé entre temps. Parce que si les gens n'ont ras le bol à droite, enfin, après si... Après, de toute façon, chacun son libre... Ah ben, j'entends ce que je veux dire là, je m'exprime mal. Si les gens en ont marre de l'action d'un gouvernement d'opposition ou qui ne convient pas forcément, il pourra être remanié chaque année. Voilà, c'est ça que jusqu'à ce que ces programmes passent. Jusqu'à ce que la majorité présidentielle soit actée. On dira ça comme ça. Le problème c'est qu'il peut la dissoudre qu'une seule fois. Mais c'est ça que je viens de te dire. Par an. Pas une fois pour le quinquennat, une fois par an. D'accord, c'est une fois le problème c'est que là il peut le dissoudre que l'année prochaine parce que là il y aura une élection cette année. Voilà. Donc mais par exemple si la droite passe automatiquement il a le droit de lancer la procédure dès maintenant. Non. Non, c'est interdit ça. Je pense qu'il peut pas dissoudre l'Assemblée nationale le lendemain. Non, il pourra la dissoudre à partir de la demande de dissolution, il peut la lancer dès maintenant. Il va préparer ses dossiers, elle le sera lancée sur l'année suivante. Oui, elle sera prise en compte pour l'année suivante, mais la dissolution mais elle ne pourra pas être engagée de suite. Voilà. Non, elle ne pourra pas être engagée. Oui, mais il a le droit de faire la demande de dissolution. Il y a des délais à respecter. Alors, autre question qu'on m'a dit, on en a parlé souvent, y a-t-il possibilité d'une triangulaire de la gauche? Évidemment, là oui. Bien sûr. Il y a même plusieurs possibilités, c'est pas une, mais... Parce qu'entre, il y a les Verts qui partent, vous avez le Front de gauche qui part, il y a le Travailleur qui part. En tout, il y a 5 ou 6 partis de gauche qui sont sur les rangs. Donc, le principal, que ce soit n'importe quel parti de gauche, ça me... Non, ils sont... Ah si, ils partent à part. Ouais. Si, et donc, si tu veux, c'est pas important. Si se dispute sur la gauche, le principal c'est qu'il y ait un gouvernement de gauche. Donc, qu'il y ait une majorité de gauche. Voilà, donc après, n'importe qui soit sur de la gauche sont les bienvenus au sein de l'Assemblée nationale. Alors, au niveau des circonscriptions, donc, au niveau des circonscriptions, ça par contre je crois que tu dois le savoir, donc chaque les circonscriptions, c'est les départements qui sont découpés en plusieurs circonscriptions, ce sont bien les départements. C'est au nombre d'électeurs. Et par contre c'est par département les circonscriptions, on est bien d'accord.
Par exemple, nous en Gironde, on en a 12. Avant, on en avait 11. Là, on est passé à 12. Là. Ça pas département, parce que département. Non, 12 circonscriptions. Voilà. Chaque département ont plusieurs circonscriptions. Oui, nous, j'ai dit, par exemple, nous en Gironde, on a... Oui, c'est les arrondissements à Paris, donc je pense. Ouais, Comme à Lyon, d'ailleurs. Lyon-Marseille, je crois qu'ils ont des arrondissements aussi, je crois. Marseille, Ouais. ils ont... Oui, ils ont des arrondissements. Et combien Alors, justement, question. Combien d'habitants par circonscription? Est-ce que tu le sais, ça? Ouais, bien sûr. Combien? Ça a été rehaussé à 122 000 habitants Alors, ça a par été- député. Alors là, j'ai 100... ça a été rehaussé, moi j'ai 105 600. Ah oui, donc ça Ça a été dépend. baissé, Non, ils ont remonté. Pour pouvoir. Pour ça qu'il y a 12. Parce que si tu veux, il y a eu plus, il y a plus d'électeurs, donc il y a plus de circonscriptions. Alors, Donc c'est pour ça qu'ils ont redécoupé le territoire. alors, comment sont répartis les sièges? Ça, je ne sais pas si vous le savez. Il y en a 556 pour les départements. Ouais. 556 sièges au niveau département. Il y en a 10 pour les collectivités d'outre-mer. Ouais. Et il y en a 11 pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. Donc voilà les 577. 577. Si Ben, si. Ah bah non. Ben écoute, 556 plus 10, ça fait 566 plus 11 égale 577 pour moi. Oui, c'est moi, excuse-moi. Et les Non, 10, c'est j'avais quoi les compris. 10 déjà Les 10, c'est les collectivités d'outre-mer. D'accord. Donc Les ça, c'est régions peut-être d'outre-mer. voilà. Les tom-tom et tout ça. Alors, un député dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement, du Conseil constitutionnel ou de défenseur des droits, ou de prolongation au-delà du délai de 6 mois d'une mission temporaire confiée par le gouvernement est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale Voilà. par son suppléant. Voilà, d'où le suppléant D'accord. intervient dès que le député est amené dans une autre émission. À quitter ou à Non. quitter carrément. Ouais. Il n'a pas Vas-y. quitté, il a appelé dans une autre émission. Parce qu'après, quand il a fait sa mission, il reprend son titre de député. Voilà, tu mets pause. Bien oui. Alors, Ouais, qu'est-ce mais que- s'il décède automatiquement. Ah mais là, c'est pas pause là. C'est moins ça. Alors, le rôle des députés, on en a un petit peu dit tout à l'heure. En fait, la fonction du député est de représenter la nation tout entière. Son travail s'exerce à la fois à l'Assemblée et dans sa circonscription, donc il a deux rôles. Il a à la fois l'Assemblée nationale, mais aussi sa circonscription localement. Ouais. Ça, c'est très important à dire. Le rôle du député, lorsqu'il est à l'Assemblée, est décrit dans les paragraphes précédents. Dans sa circonscription, le député est à l'écoute de ses concitoyens. En Qu'il principe, le député doit être... Le député, s'il te plaît, oh là, s'il te plaît, le député, on est plus à la Révolution française, mais, mais bon. Décapité aussi. Il doit être attentif à ses citoyens Oui. et il est élu par rapport à un programme qui présente envers ses citoyens qui le choisissent pour les représenter à l'Assemblée nationale. Alors justement, là aussi c'est important parce que le député n'est pas qu'à l'Assemblée nationale. Effectivement, là il y a un rôle très important qu'il faut dire. Non, il va pas au Sénat, non. Non, il y a Mais des cas- il y il a a des aussi un rôle cabinets. au niveau local, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être à l'écoute de ses concitoyens, c'est-à-dire de sa circonscription, et qui peut recevoir et également visiter. Donc, Oui, on appelle ça les cabinets parlementaires. Hein. alors justement, il se fait l'écho de plusieurs préoccupations à l'Assemblée pour critiquer et faire progresser la législation et améliorer son application. Alors est-ce que, quel est d'après toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que s'il y a un citoyen qui voit un député, est-ce qu'un citoyen peut proposer des lois, par exemple? Est-ce qu'il peut faire des propositions? Il peut le proposer via son député. Après, je crois qu'il faut une centaine d'électeurs pour qu'il envoie une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Peut-être Il faut quoi, une pétition, des trucs comme ça? Genre une pétition. Ouais, Écrite, bien sûr. Écrite D'accord. avec abrogé de 100 signatures ou 1000 signatures, je ne sais pas trop le dénombre, qui est adressé à l'Assemblée nationale et à ce moment-là, ils pourront débattre de cette proposition de loi. Et qu'est-ce que les députés, est-ce que tu sais, qu'est-ce que le député peut proposer aux citoyens? Alors le citoyen veut le député, mais qu'est-ce que le député peut faire pour le citoyen? Parce que c'est plus le maire qui résout les problèmes de ville. Ouais. Mais le député peut faire quoi pour le citoyen? C'est plus au niveau des lois, normalement. Ah oui, mais Voilà, c'est plus son rôle, c'est le travail de la loi. Donc, voilà, il peut rien faire il pourra rien faire au niveau au niveau local, ça c'est la mairie. Oui. Après, Mais au il niveau, C'est le maire qui a tout pouvoir. Hein. donc il peut envoyer une demande si les citoyens lui demandent Il peut un conseiller truc. le maire Voilà. d'agir ou donner des Voilà. propositions au Il maire, peut mais envoyer, après, voilà. en dernier ressort, c'est le conseil municipal dont je suis
même si on m'apprécie pas trop. Mais et donc dans le sens politique, c'est le maire qui en dernier ressort avec sa majorité, parce que aussi dans les conseils municipaux il y a des majorités, comme dans chaque conseil des ministres, chaque mouvement des chambres, je dis pas chambre, mais réunion politique a leur majorité, et donc la proposition est soit accordée, soit désavouée. Voilà. Je voulais savoir, donc en gros, s'il y a plusieurs citoyens qui proposent quelque chose au député, le député peut après proposer à l'Assemblée nationale. Également. Oui. Également, c'est-à-dire qu'il peut lire le texte, il peut devant l'Assemblée nationale et proposer. Donc, on le voit dans les émissions de questions au gouvernement. Il parle et propose des textes sur différentes lois au quotidien, que ce soit des lois sur l'aide d'assurance, des lois sur le bien-être, des lois sur l'habitat, des lois sur des propositions en tout genre qui vont réglementer notre vie quotidienne. Et donc, et ensuite, cette loi est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée ou de la prochaine Assemblée, et ensuite elle est votée, et ratifiée ou pas. Et après, cette loi peut avoir des décrets, des arrêtés, peut y avoir plein de... Il y a beaucoup d'arrêtés Il faut des décrets d'application pour pouvoir faire vivre cette loi. La loi, elle est proposée, elle doit être votée, et ensuite on doit faire vivre cette loi. Bon, autre chose, d'après vous, combien touche un député au niveau salaire? Mais là, c'est 30% de moins. Hein. Oui, ah oui, c'est 30. Alors, si tu me dis 30% de moins de ce que je vois là, alors c'est plus les présidentiels, les présidents et les ministres. Non. C'est les ministres et le président qui baissent de 30%. Hein. Oui, mais il pense, je crois, à tout l'appareil. Ouais, alors le député qui touche pas beaucoup. Alors, le député combien? 6 000 euros. Un peu moins, 5 246 euros. Moi je dis dans les 6 000. Alors déjà 30% de 5 200 euros, je plains, ils vont perdre, on va dire, 1 500 euros quoi. C'est-à-dire qu'un maire touche entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Alors, donc c'est vrai qu'un député, c'est pas beaucoup. Ouais, mais député, il y a plus de rôle qu'un maire quand même. Hein. Ben oui, donc, vaut mieux être député maire, hein, parce que ça te fait le salaire de vers les c'est là qu'il y a quelque chose, c'est le double mandat. De toute façon, il y a pas. Député maire automatiquement. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu dégueulasse de cumuler les deux trucs. Mais après, c'est que au niveau pour cette double stature, on peut dire ça aussi. Stature, c'est que le député doit être ancré dans son territoire. Donc, pour avoir un atout de terrain, et s'il est plus maire, il est que citoyen. Donc, il va pouvoir, il passe à député. Et si jamais il a un maire qui est d'opposition contre lui, il va être bloqué pour faire avancer les dossiers auprès de l'Assemblée. Et donc il y a tout un suivi, un contexte d'accompagnement des dossiers territoriaux. Mais après il peut jouer sur les groupes sensibles. Voilà, après, donc c'est gênant quoi. Alors on me il dit, peut jouer sur les groupes sensibles, un conseil qu'on me donne, le meilleur député pour une commune c'est qu'il soit maire en même temps. Mais voilà, député maire. Mais par contre, il faut qu'il s'arrête qu'à 2 mandats, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être député maire et conseiller généraux, député maire et conseiller régional. Il faut s'arrêter à deux mandats. Mais en fin de compte, juste pour revenir sur pourquoi le maire de Bordeaux ne se présente pas, c'est parce qu'il fait partie du gouvernement. Alors il a sa place au gouvernement et voilà, il préfère place. Il n'y est plus. Il y a longtemps parce qu'il est dissous. De quoi sa place au gouvernement oui, parce que ça a changé, il n'y est plus. Il est que maire de Bordeaux, point barre. Hein. Et il ne sera pas député. Non, il se présente pas quand même. Non, parce qu'il sait qu'il n'a pas envie. Oui, il a pas envie. C'est pour ça. Voilà, il n'a pas envie et c'est que il sait qu'il va se prendre une grosse claque. Hein, mais bon, je voulais pas trop dire ça, mais c'est la réalité. Non, c'est pas ça, c'est la réalité. Vous pouvez mettre des petits jeunes au charbon et. C'est peut-être aussi par rapport à ça. Voilà. Alors, autre chose qui est marrant, enfin, c'est pas dire que c'est marrant, mais qui est plutôt. Disons qu'il y a autre chose sur l'Assemblée nationale que peu de gens savent, parce qu'on parle beaucoup de président de l'Assemblée nationale. Oui. Là, alors, je rappelle ce que c'est que le président de l'Assemblée nationale. Donc, il a un rôle de direction des débats et d'organisation des travaux de l'Assemblée.
C'est le 4e personnage de l'État, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. Il ne faut pas oublier, c'est quand même le 4e. De vacances du président. Et alors est-ce que tu... président du Sénat qui parle, qui sont les... Il est le 4e, alors d'après toi, qui sont les 3 premiers? Il y a le président. Ça fait 1. Ouais, le président du Sénat, ça fait 2. Non. Parce que c'est lui qui doit remplacer Non, le deuxième, Non. c'est pas le Sénat. C'est son Premier ministre. C'est ça oui, fait oui, 2, oui, oui. Premier ministre, et après le président du Le Sénat. 3. Et après, le 4e, c'est le président. Voilà, C'est la 4e personne de l'État. Donc le président ouvre et ferme la séance, pour ceux qui ne savaient pas. Hein. Il anime les débats et fait appliquer le règlement. Il peut être remplacé dans ses fonctions par des vice-présidents, c'est là qu'on va y arriver parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas tout ça. Est-ce que le président de la République peut assister au Conseil de l'Assemblée nationale? Alors pour moi, je crois que non. Il n'a pas le droit. En tant que citoyen, oui, normalement. Je pense qu'il pourrait. Mais je crois qu'il peut pas. Il peut. Mais c'est normal. Il peut pas cumuler Mais ses fonctions. il peut regarder, mais il ne peut pas lui voter, proposer les lois, dire en public. Il peut pas. Il n'a pas le droit de faire de propositions. Mais il peut y assister, hein, je crois. Il peut y assister, mais il n'a pas le droit de faire un débat, de parler, de faire les propositions de loi. Que le Premier ministre, il va parler, lui, par contre. Ouais, mais oui, il représente. Il représente la présidence. Ah oui, d'accord. Mais de toute façon, le président, je sais que le président de la République n'a pas le droit d'intervenir. Voilà, c'est ça. Ça c'est sûr. D'y assister, oui, mais d'intervenir, non. Je pense. Alors, je vais expliquer quels sont les 6 vice-présidents. Il y en a 6. Alors, tu as le vice-président de l'application du statut du député. Tu as le vice-président de la communication, le vice-président des activités internationales, le vice-président des questions concernant les offices parlementaires, le vice-président d'examiner la recevabilité des propositions de loi, et le vice-président des groupes d'études. Alors, qui savait ça? Qu'est-ce qu'il fait, le vice-président des groupes d'études? C'est quelle étude? C'est par rapport aux lois. Non, Il étudie, c'est celui qui étudie savoir si la loi proposée est en bonne et nue forme. Avant de la présenter. Mais il y a déjà un vice-président de la proposition des lois. Oui. Donc, mais justement, ils se mettent en coordination. Donc les 2 vice-présidents vont travailler ensemble. Automatiquement, les six vice-présidents, avant de faire l'Assemblée nationale, sont obligés de travailler sur la loi proposée. Automatiquement, ils sont obligés de travailler ensemble. D'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et s'ils ne sont pas d'accord, la loi saute. Non, ça part au Sénat. Ça part au Sénat. Voilà, la loi repart. Elle prend la navette. Elle fait c'est la ça. navette. Non, la navette, c'est quand les deux sont pas d'accord. Mais bon, c'est un petit peu ça, quoi. Oui, c'est une demi-navette, on va dire. Alors après les vice-présidents, nous avons les questeurs. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un questeur? C'est ceux qui fait une proposition de loi. Alors, en vertu de l'article 10-2 du règlement de l'Assemblée nationale, l'élection des membres du bureau a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée. Ainsi, parmi les 3 questeurs, parce qu'ils sont 3, donc imaginez les membres du bureau combien il y en a, de l'Assemblée nationale, l'un d'eux est issu de l'opposition. Est-ce que vous savez que l'un des questeurs est issu de l'opposition? Oui, oui, il faut qu'il y ait un petit peu de parité, quoi, en gros. Voilà, faut que ça soit 50-50. Parité, non, parce que s'il n'est pas d'accord, qu'ils sont 4 derrière... Alors, ils sont 3, les questeurs. Ils sont 3, mais s'il y a 2 qui sont d'accord et que le 3e n'est pas d'accord, il a le droit de rien dire. Il a le droit de dire non, merci. Alors, au niveau des questeurs, ils exercent des pouvoirs étendus en matière financière, comptable et administrative dans le cadre de l'autonomie de gestion de l'Assemblée nationale. Dans les associations, on appelle ça des trésoriers, hein, c'est là où je vois passer les impôts, quoi. Voilà, on comprend mieux aussi. Donc aussi les 3 questeurs, parce qu'ils sont 3, je le répète, ils sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable. Les services dont ils sont chargés ne peuvent donc engager directement aucune dépense. Voilà, ça ce sont les questeurs. Il n'y a que les questeurs qui dépensent. Oui. Oui, ont la décision d'accepter les dépenses ou de les refuser. Il n'y a que qu'on le droit. Et au niveau des secrétaires, d'après vous, il y en a combien? Alors là, attention. 12. Oui, c'est ça. C'est 12. Je sais pas comment il sait ça, mais... 2 fois 6. Non, 2 fois 6, ça fait 12. Oui. Ça fait 12, il y a 12 secrétaires, exactement. Il double les vice-présidents. Donc 12 secrétaires qui, lui, disposant d'une constitution pluraliste, assistent le président en séance publique
Ils constatent les votes tout en vérifiant leur validité et celle des délégations de vote. Donc c'est bien, les secrétaires, ils ont pas mal de choses à faire aussi. Hein. Les résultats des scrutins qui sont ensuite proclamés par le président. Mais tout ça, ça fait de l'emploi, moi. Oui, mais est-ce que vous saviez ça? Parce que l'Assemblée nationale, on voit bien les députés. Ah, quel est le salaire de la secrétaire? Mais je viens de le dire. Bon, le salaire? Ah, le salaire, j'ai pas. J'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, je pense que... Et par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les membres du bureau sont des députés? Non. Pourquoi? Non, ce sont juste des assistants parlementaires. C'est pas normal. Mais si. Bah non. Dans une association, ce sont les membres de l'association qui sont membres du bureau. Jusque-là, tu me suis. Ouais. Donc pour moi, ça serait logique que ce soit les députés qui choisissent membres du bureau. Non, les députés choisissent des personnes lambda. Les adhérents sont membres du bureau. Bah oui, dans une association, les adhérents, seuls les adhérents peuvent être membres du bureau d'une association. Ah, oui. Ah oui. Jusque-là, tu me suis. Donc je suis la logique. Donc j'essaie de suivre la logique. C'est-à-dire que là, tous les citoyens peuvent être secrétaires. Hein. Oui. Ah, ce sont les citoyens, mais qui font pas partie des partis politiques. Ça peut être n'importe qui. Un petit peu comme le tribunal. Voilà, c'est au bon vouloir du député. Jurés, c'est le député qui choisit ses secrétaires. Un petit peu comme le tribunal quand on choisit les jurés, quoi. Il prend sa famille, Voilà. il prend sa maman, il prend sa sœur, il prend que ses amis, toi. Et donc Oui, après, c'est vos impôts qui payent sur leur salaire. Hein. C'est pour ça qu'il faut être ami avec un député. Moi, je vous le dis. Hein. Ouais, mais bon, voilà quoi. Ouais, mais bon, après, à trop faire de lèche automatiquement... Et qui c'est qui est Moi, sans lécher, j'étais quand même pas pris. Donc au niveau des commissions... J'ai pas la bonne colle. Au niveau des commissions... Alors au niveau des commissions, il y en a plein là aussi. Donc les projets et propositions de loi sont examinés. Avant tout examen en séance plénière par une commission spécialement désignée à cet effet ou par l'une des 8 commissions. Il y en a 8 par une commission permanente. Leur nombre est passé à 10 à 8 au 1er juillet 2009. Alors est-ce que tu connais certains noms de commissions? Les commissions, Vas-y, essaye. Commission sur l'habitat, peut-être. Alors est-ce qu'il y a habitat? Non, j'ai pas habitat. Le nom, commission santé alors. Non. Économie, ça tu... Alors l'économie, oui. Alors j'ai droit. Alors en fait, j'en ai deux sur l'économie. J'ai commission des affaires économiques et commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Voilà, ça c'est les deux sur le plan économique. Et est-ce qu'il y a une commission sociale? Oui, affaires sociales. Ouais, Affaires sociales, oui. Ça fait 2, 3. Il en manque 5 là. Il y a 12, t'as dit. Non, il y en a 8. Ah 8. Il y a 8 commissions. Attends, je réfléchis. 6, 12, 8, pour arriver à des calculs... Si vous donnez votre langue au chat, je vous dirai les 8 après. Il y a par rapport... Il y en a une 9e en option. Sachant la commission des finances. Je l'ai dit, hein, commission. Je l'ai dit. Commission budgétaire, c'est ça. Bon alors je vais vous dire. Donc commission. Je donne le mal à gauchien, moi. Alors première commission, commission des affaires culturelles et de l'éducation. La culture. Ouais, tout ce qui est culture. Ensuite, deuxième point, commission des affaires économiques. On l'a cité. Et sport et jeunesse alors? Non, je l'ai pas. C'est culture. Association. Non. Notre vie associative. Non plus. Troisième commission, commission des affaires étrangères. Ouais. D'accord. Ouais. Ensuite, commission des affaires sociales. Ouais. Ensuite, commission de la défense nationale et des forces armées. Ça c'est l'armée, oui, c'est logique. Ensuite, commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ouais. D'accord. Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Voilà. Et enfin, le 8e point, commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Donc vous voyez, il manque effectivement dans l'histoire, il manque quand même 2 points importants, l'emploi et le logement. Donc je ne sais pas où est-ce que c'est, ça va être sûrement dans Pour moi, dans les affaires sociales. Et c'est lequel? Je pense que c'est affaires sociales aussi, moi, je pense. Et c'est lequel qui est en réserve? Tu m'as dit qu'il y en avait un 9e. C'est une option, c'est les affaires. Alors c'est européenne. C'est ça. Voilà. Absolument, c'est la commission des affaires européennes. 3 points. René, France 3 points, René 3 points. René 3 points. Demain, on va rigoler avec l'Eurovision. Alex, c'est bon. Alors, au niveau des groupes politiques, selon le règlement de l'Assemblée nationale, les députés peuvent se regrouper par affinité politique, en groupe parlementaire. Ils doivent contenir au moins 15 membres. Putain, quand même. 15 membres de quoi?
Par commission. Par parti politique. Par parti politique. Ce nombre était de 20 en 1988 et 2009 et de 30 auparavant, ils sont passés à 15. Le groupe politique doit présenter lors de l'ouverture de la législature au président de l'Assemblée nationale une déclaration politique signée par ses membres. Et oui, parce qu'il y a un président du groupe politique à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Et donc un nombre de 15 alors. Hein. C'est ça. Et ben, au Sénat, je crois qu'ils l'ont rabaissé à 10, il me semble. Parce qu'il y avait un souci pour la création d'un groupe vert, je ne sais pas quoi. Et ça sera à voir ça, ouais. Alors actuellement, en faisant le nombre de députés actuels, combien il y en a à l'UMP de députés? 377. Non. 358. Non alors. Plus. Essaye encore. 250. Alors je vais expliquer. Alors effectivement, ils ont les 2 tiers de l'Assemblée nationale. L'UMP, ils sont quand même 2 tiers des députés. L'UMP. Ça fait combien? 307, ils sont. 307. Oui. Ah ouais, quand même. 307. Ensuite, le PS, le PS et les divers gauches, ils sont 189. Ben oui. C'est pas beaucoup, hein. Il faut inverser la tendance. C'est-à-dire que pour que c'est ça que ça veut dire, parce que si c'est pour ça que ça rugit Ah mais oui, mais la droite ils jubilent là en ce moment, ils sont en train de se dire oui, on va les avoir, on va avec les législatives, on va faire la 3e manche. Ils jubilent parce que comme ils ont les 2 tiers de l'Assemblée nationale, ils s'imaginent qu'ils vont encore gagner à l'Assemblée nationale. C'est vrai que pour basculer, parce que c'est vrai qu'actuellement ils sont 307. Les socialistes ils sont que 189, c'est pour ça que c'est très peu. On arrive à 308 et puis maintenant qu'ils ont sorti la nouvelle Peugeot 308 et donc il y a la 3008 aussi qui est sortie. Oui mais là ça fait un peu plus de monde. Alors concernant 309 aussi hein, mais elle est démodée à 309. Alors concernant les autres députés, il y en a 23 qui sont au Nouveau Centre et 21 qui font partie de la gauche démocrate et républicaine. D'accord. Ah ouais, quand même. Et les non inscrits, 12. La gauche est démocrate et républicaine. 12 non inscrits. Oui, 12 de non inscrits. Un parti. C'est que ce sont des sièges vacants. Qui font pas partie, 12 indépendants, voilà. Okay. Voilà, donc je suis, ils sortent la Peugeot 301, je serais bien qu'on ait 301 au prochain... ils sont 307, ouais. Mais, 307 mais sur les 301 ça va, parce que tu t'enlèves 577 et ils ont quand même encore quelques sièges. Tu fais 301 moins 577, il reste combien de places? De 301 moins 577, ça fait combien? Oh là là. 180... Ah, tu veux dire 570. Mais écoute, déjà moins 300, ça fait 277, donc 276 en gros. Voilà, donc ça suffira pour avoir avec 301 et la majorité est à gauche. Alors au niveau des actus, je suis obligé de parler de... On est toujours en période des législatives, mais il y a aussi l'égalité LGBT 2012, je ne sais pas si on en a parlé pour les présidentielles, et ils ont mis sur leur site les 39 revendications pour les législatives. Je vais les citer un par un, donc on va essayer de débattre rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc, sinon tu les cites et puis on débattra, on essayera de... C'est par thème. Alors il y a le thème des couples et des conjugalités, il y a réformer le code civil pour ouvrir le mariage aux couples de même sexe, réformer le PACS, signature en mairie, fiscalité et alignement sur le mariage en ce qui concerne les droits liés à la vie quotidienne du couple, droit de séjour, droit lié au décès du partenaire, reconnaissance d'un lien familial et appliquer effectivement le PACS en Polynésie française et à Mayotte. Ensuite, 3e revendication, permettre la transcription en droit français de toutes les unions conclues à l'étranger sans que les couples ne perdent de droits. 4e revendication, promouvoir partout en Europe le droit de libre circulation et de libre installation des mêmes couples de même sexe, en particulier des couples de binationaux, liés par des mariages ou des partenariats enregistrés dans un pays européen autre que celui de leur citoyenneté et garantir la reconnaissance des effets produits par ces unions. Ça, c'était sur la catégorie couple et conjugalité. D'accord. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le PACS, surtout sur le PACS, je pense. Sur le PACS, ça serait pas mal une amélioration et donc ça permet à pouvoir arriver quand même à se présenter en mairie. Moi c'est là où j'ai rencontré mon maire qui est suppléant en député sur la première circo de Bordeaux. Je lui ai ouvertement dit lors de la fête des jardins, monsieur le maire,
vous êtes favorable au Pacs, pourquoi vous vous opposez à ce que le Pacs soit célébré en mairie plutôt qu'en tribunal? C'est plus officieux, ça fait partie d'un acte de l'état civil, parce que c'est l'union de deux personnes, et donc parce qu'il est opposé au mariage gay, bien entendu, mais il était favorable au Pacs. Alors donc c'est pour ça que ce questionnement-là, je lui ai proposé. Et donc je pense qu'il est contre. De toute façon, il est contre. Voilà. D'accord. Très bien. Favorable au Pacs, mais pas. Mais bon. Donc là, c'est une bonne chose que ce soit une ouverture et que les personnes puissent s'unir. Comme les couples normaux, un président normal, un député normal, un citoyen normal, donc en mairie pour la célébration du Pacs. Alors, toujours sur les revendications pour les législatives venant de Égalité LGBT 2012, on passe sur la catégorie famille et parentalité. Donc, première revendication sur ce thème, assurer la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre pour les personnes célibataires souhaitant adopter un enfant. Ensuite, ouvrir la possibilité d'adoption conjointe d'un enfant au couple de même sexe et l'adoption plénière de l'enfant par ses parents sociaux. Ensuite, troisième point, faciliter les procédures de partage de l'autorité parentale. Quatrième point, mettre en place un statut du beau-parent pour les familles recomposées, qu'elles soient homoparentales ou hétéroparentales. C'est bien de mettre les deux parce qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'on exclue les hétéros. C'est vrai que ça serait pas mal. Voilà. Ouais. Moi, au moins comme ça. C'est très important. Moi, c'est très important qu'on parle d'homoparentalité, mais il ne faut pas exclure les hétéros sur ça. Ah non, c'est sûr. Donc, si on parle d'homoparentalité, il faut parler de hétéroparentalité. Absolument. Parce que actuellement, on ne parle que de la parentalité tout court, ce qui exclut tous les champs. Et absolument. Donc là, on est bien dans ce que l'on revendique et ce que l'on souhaite. Bah si juste une petite truc, si ça passe, si c'est accordé, automatiquement ça fera au moins une égalité de respecter. La majorité au gouvernement le 10 juin, le 7 juin. Une égalité qui sera au moins respectée. Et là ça passera, parce que le programme sera chargé du gouvernement. Et ça serait bien. Ensuite, on continue. Ouvrir au couple de même sexe l'établissement de la filiation par reconnaissance en mairie de l'enfant qui vient de naître dans le cadre d'un projet de couple ou d'un projet de coparentalité. Ensuite, assurer l'égalité d'accès aux procédures de procréation médicalement assistée à toutes les femmes, célibataires ou en couple, quelle que soit leur situation civile ou leur orientation sexuelle. Ça, c'est très important à dire. Parce que c'est interdit en France. Bien sûr. Ouais. Ensuite, toujours dans la famille, appliquer réellement l'article 18 du Code civil qui dit de reconnaître en droit français nationalité et filiation les enfants nés à l'étranger par procréation médicalement assistée lorsque au moins un des parents est français. Voilà. Ouais, mais là ils disent pas. Non, mais c'est vrai que dans l'article ils disent pas que ce soit que hétéro ou homo, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Mais on réfléchit sur la conception de l'enfant. La conception. Il y en a qui sont nés dans l'avion. L'avion, ils survolent le Paris. Est-ce que l'enfant est français ou étranger où l'avion atterrit? Après, ça dépend. Il part de Madrid. Il va à Berlin. Il survole la France. Il est dans l'avion au-dessus de la France. Et il n'a pas encore touché le sol. Il n'est pas français. Et il arrive à Berlin. Et donc, est-ce qu'il a le droit quelle nationalité? De prendre la nationalité française? Non. Parce que normalement, les parents sont français. Les parents sont français. Bah oui. Oui, si les parents sont français mais qui traversent, qui s'exposent à Berlin, oui, là, mais non. Non, c'est. Là, couche à l'avion. Comment on fait comment? Allez, troisième catégorie, c'est sur les trans. Alors, c'est sur la troisième catégorie sur les trans. Alors, qu'on appelle les trans, c'est à la fois transsexuels et transgenres. Il faut bien citer les deux. Et transfrontalier. Et transidentité. Voilà. Donc, première revendication sur ce thème, inclure l'identité de genre parmi les motifs de discrimination reconnus par la loi. Ouais. Alors on en a parlé, on en a parlé des discriminations sur l'identité de genre, mais qu'on a dit qu'il n'est pas encore reconnu officiellement, mais on en avait parlé il n'y a pas longtemps de ça. Voilà. Et là ils veulent que ça soit reconnu. Tout à fait, à force des manifs de transgenres qui ont défilé à Paris, qu'ils ont porté ces revendications.
de façon à ce qu'on reconnaisse l'identité de genre. Ah mais il n'y a pas qu'à Paris, il y a toute la France qui a pris... C'est à partir de là, c'est comme pour les Gay Pride, c'est à partir de là que les revendications de droit ont été proposées et pu être écoutées, parce qu'on n'avait pas droit à la parole. On continue. Changement d'état civil des personnes trans en application de la résolution 1728 qui demande que les pays accordent des documents officiels reflétant l'identité de genre choisie sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale. Ensuite, autre revendication, permettre le retrait des troubles de l'identité de genre de la liste des maladies mentales de l'OMS. Voilà, parce que tout n'est pas enlevé. Là, parce que c'est que l'homosexualité qui a été reconnue, pas la transsexualité. Il faut bien le préciser ça. Voilà, donc ça c'était... Donc, il faut le même chemin que nous, il y a quelques années, dans le sens du retrait de l'OMS des maladies reconnues mentales. Ensuite, permettre la prise en charge des transitions faites en France ou à l'étranger pour celles et ceux qui le souhaitent en garantissant le libre choix de ou des médecins. Voilà, ça c'était sur la catégorie des trans. Ensuite, sur la discrimination, qui est notre domaine principal d'ailleurs au passage. Donc dans la première revendication, dans l'article 1er de la Constitution française, enrichir le principe d'égalité pour qu'il s'applique sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'état de santé ou de handicap. Donc ça, ils veulent rajouter ça en fait. Ensuite, signer et ratifier le protocole 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'interdiction générale de la discrimination. Autre revendication, relancer le projet de directive transversale européenne contre les discriminations. Autre point, mettre en place de financer un grand plan national de lutte contre les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et soutenir les associations de lutte contre les discriminations. Ensuite, développer les enquêtes sur les discriminations et les violences à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et enfin, donner les moyens aux défenseurs des droits d'assurer ces missions dans de bonnes conditions. Ça, c'était sur la discrimination. Ok. Ensuite, sur l'école, là, il y en a que 2 revendications. La première, c'est lutter contre les discriminations à l'école et d'éduquer au respect de la diversité des sexualités et des identités de genre de la maternelle à l'université. Alors je suis pas d'accord sur la maternelle par contre, parce que c'est un peu tôt quand même. Mais je suis pas. Pour l'école, elle est à 3 ans et donc il y en a qui réfléchissent pour pouvoir que l'enfant puisse aller à l'école à partir de 2 ans. Ouais, mais parler déjà de sexualité à l'âge de 3 ans, excuse-moi du coup. Faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. T'as chat et chat, bulle. Ouais, mais bon. On en a parlé longuement de ça, on avait dit. Et puis les choux, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on a longuement parlé. On a dit c'est des choses qui se disent à la fin de la primaire. Ouais. Donc je suis désolé, pas la maternelle. Et après on va dire maman c'est quoi, maman c'est quoi l'homosexuel. À ce compte-là, ils a qu'à lui en parler des kinés. Oui, mais tant qu'à faire. Qui vient de naître, ah bah tiens on va faire un cours sexuel. Non mais ça va pas non. Mais d'où t'arrives toi, D'où t'arrives toi. Alors ensuite, deuxième revendication, inclure dans la formation initiale et continue des personnels de l'éducation des modules de sensibilisation aux questions LGBT. Ça c'était sur l'éducation. Maintenant sur la santé. Ça c'est important, là il y en a plusieurs. Donc premier point, mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale de santé LGBT afin que notamment la lutte contre le mal-être et le suicide des jeunes LGBT soit au cœur des politiques de santé publique. Alors ça c'est une des priorités de notre association d'ailleurs. Ça fait partie de nos priorités et là-dessus je serais bien content si ça pouvait se faire. Franchement. Ça serait pas mal. Ensuite, deuxième point, pour une politique de lutte contre le VIH ambitieuse, privilégier la prévention aux logiques de répression, développement de campagnes de dépistage, en particulier auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les fameux HSH, renforcer les dispositifs de lutte contre le VIH et les IST, rappelez-vous ce que c'est l'IST, on l'a dit aussi d'action, infection sexuellement transmissible. Merci, voilà, donc soutien aux associations locales menant des actions de santé sexuelle VIH et garantir un accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Ça y est. Ensuite, troisième point, lutter contre la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un nouveau mot qui est sorti? C'est quoi la discrimination envers le VIH? Là, on parle d'homophobie, ben le VIH c'est quoi?
La VIH-phobie. Non, c'est la sérophobie. La sérophobie. Ah bon. C'est un nouveau terme qui date de pas longtemps. Tu es séropositif ou séronégatif. Ah oui, c'est la automatiquement, sérophobie. tu as la sérophobie. Donc, lutter par contre, lutter contre la discrimination vivant avec le VIH dans tous les milieux, donc le monde du travail notamment, accès aux soins et aux services, et les prisons. Ah, aussi. ça, par contre, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant, ouais. Ensuite, en matière du don du sang, 4e point. Donc, c'est réviser le critère d'exclusion des hommes homosexuels vécus comme... On ne peut pas donner notre sang. Comme stigmatisant, oui, mais c'est pas écrit sur notre fond homosexuel non plus. Je tiens à le préciser. On peut le faire sans qu'on le dise. Hein. Vécu comme stigmatisant. En parlant du don du sang, on va faire un spécial don du sang le 16 juin parce qu'il y a la journée mondiale du don du sang ce mois-ci. Je tiens à le préciser. C'est en ce moment. Voilà, ça sera un spécial don du sang le 16 juin. Donc, ensuite, réviser le critère d'exclusion des hommes homosexuels vécus comme stigmatisants et proposer que les critères se portent sur les pratiques à risque plutôt que les populations à risque. Ensuite, réaffirmer le principe de co-responsabilité en cas de contamination à VIH lors des rapports sexuels entre adultes majeurs et consentants. Enfin, revenir sur l'interdiction aux soins post-mortem des malades du VIH et des hépatites. Franchement, il y a des très bons sujets là-dessus. J'espère que ça va être mis en place parce que c'est à la fois délicat, mais très intéressant en tout cas comme proposition. Ensuite, sur le travail et l'emploi. Lutter contre les discriminations dans le monde du travail à l'embauche dans le cadre de la formation tout au long de sa vie. Ensuite, au même titre que l'obligation à la formation et à la sécurité, ajouter un volet obligatoire relatif à la formation par les employeurs publics et privés de tous les personnels. Ensuite, 3e point, l'État se doit d'être exemplaire en tant qu'employeur en formant l'ensemble des personnels de la fonction publique d'État territoriale et hospitalière sur les discriminations en incluant des modules de sensibilisation aux questions LGBT. Ensuite, 4e point, permettre la formation des acteurs de santé au travail, à la prise en compte et à l'accompagnement des victimes d'homophobie, de transphobie ou de discrimination à raison de leur état de santé. Enfin, dernier point sur ce thème, mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale sur l'homophobie et la transphobie au travail. Là aussi, il y a des bons sujets, je trouve. Avec les associations Homo Boulot, l'autre cercle qui travaillent aussi au sein de la discrimination au travail, c'est tout un chantier à développer, à améliorer et à ce que les discriminations soient levées au niveau du boulot. Dernier critère pour les revendications, donc c'est au niveau international. Alors, 1er point, agir pour l'abolition universelle et en toutes circonstances de la répression des personnes à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ça aussi, ça fait partie de nos engagements. C'est-à-dire anéantir, éradiquer l'homophobie, la transphobie, les LGBT-phobies dans le monde. En gros, c'est ça, quoi. Et c'est ce qu'on cherche aussi, même si on ne peut pas faire changer les lois dans les autres pays, surtout en Afrique, je pense notamment en Afrique, ça fait partie quand même de notre engagement d'éradiquer l'homophobie partout dans le monde, ça c'est clair. Et là-dessus, Mais c'est pour ça que je faut comprends savoir pas. que dans l'objet de l'association HSB, c'est défendre la solidarité homosexuelle sous toutes ses formes. Absolument. Ce sont dans les buts de mon association. Mais tu parles de l'Afrique, moi je comprends pas pourquoi les commissions européennes... L'ONU surtout. C'est vrai que l'ONU devrait ne fait rien pour essayer de... C'est vrai que l'ONU devrait un petit peu s'en charger. Mais il y a quand même, en Europe, je sais qu'il y a une histoire qui est tombée cette semaine au niveau européen, j'en parlerai après. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, j'espère que l'ONU réagit parce que là, ça commence à faire beaucoup. Parce que vu ce qui se passe en ce moment... Surtout sur les droits de l'homme, quoi. Mais tu as aussi l'ONU Femmes que j'ai appris récemment et qui lutte pour la condition des femmes et pour la parité. Alors, deuxième revendication sur ce terrain, sur l'international, donc veiller à ce que la France agisse sur le plan international pour protéger les défenseurs des droits humains et en particulier ceux militant pour les droits des LGBT. Intéressant, très intéressant. Troisième point, veiller au respect du droit d'asile pour les personnes risquant d'être persécutées à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, ou de leur identité de genre et à l'arrêt sans condition des expulsions de migrants séropositifs. Voilà, ça, c'était tout ce qu'on vient de dire, c'était les revendications d'égalité LGBT 2012 envers les législatives, envers les députés. Moi je trouve ça intéressant.
Maintenant, est-ce que ça va... Ah, il y a des bons sujets, hein. Je vous dis, il y a du lourd, là. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants, il y en a d'autres, voilà. Que ça ne te plaise, Mr. Alex. De quoi? Pour que ça puisse se passer, il y a une condition, il faut qu'il y ait une majorité de présidentielle au prochain gouvernement, c'est tout. Oui, non, mais... Faites ce qu'il faut le 10 et le 17, mais après, les lois passeront au mois d'août. Terminé. Mais après... Mais pas ça. là on parle que du mariage, mais il y a tellement de choses qu'il y a à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas se mettre en tête. Des amendements et tout ça. Parce qu'il ne faut pas se mettre en tête que le mariage, il y a tellement de choses à côté à prendre en compte et qu'il faut pas ignorer que voilà. Alors autre sujet, là c'est beaucoup plus... Alors ça quand j'ai vu ça j'ai été fou. C'est un pasteur américain qui en appelle à exterminer les homos. Alors ça, oui j'ai vu ça. Oui, qui a lancé un appel... Alors je vais expliquer ça, c'est-à-dire que le révérend d'une petite ville de Caroline du Nord aux États-Unis, y a pensé et propose de parquer tous les gays et lesbiennes derrière des barrières électrifiées. Ouais, c'est comme les camps de concentration, mais pour homo, lesbiennes, bi, à la place des chambres pour les LGBT. Vous avez des prisons barrières électriques. Ouais, c'est des prisons exprès pour les LGBT. Donc ça fait une vingtaine de jours que ce révérend suscite l'indignation. Devant ses fidèles, le 13 mai dernier, dans son église baptiste de Maiden, une petite ville de Caroline du Nord, et dans le sud-est des États-Unis. Donc c'est un État qui a interdit ce mois-ci par référendum le mariage pour tous, au passage. Il a tenu ses propos. Alors écoutez ce qu'il a dit. Il a dit: construisez une grande clôture, mettez toutes les lesbiennes à l'intérieur, volez au-dessus et envoyez de la nourriture. Faites la même chose avec les gays et assurez-vous que la barrière soit électrifiée pour ne pas qu'ils puissent s'en sortir. Et dans quelques années, ils mourront, vu qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Ouais, non, mais en gros, c'est ça, c'est l'extermination totale des LGBT et le fait que c'est des camps de concentration qu'ils veulent faire pour les LGBT. Ouais, c'est ignoble. C'est complètement nul parce que, en fin de compte, comme ils ont des lois différentes, ils ont des procédés différents, voilà, ça ne leur permet pas de... Voilà, donc moi je voulais rassurer tout de suite le révérend que l'homosexualité, on tombe dedans quand on était petit ou pas, ou quand on n'était pas grand, et que l'extermination sera jamais impossible. Elle existe depuis du XVIe siècle et même avant nos fameux rois, l'homosexualité, et avant d'éteindre une communauté entière autour des LGBT, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure. La personne n'est pas encore née et même en 2080 il y en aura encore. Ah mais de toute façon il y en aura autant que les gens assumeront aussi. Non, moi je dis que c'est vraiment de la connerie. Ah mais ça c'est simplement pour faire dire que voilà. Parce que le candidat Obama est favorable au mariage. Et je crois que je pense que c'est suite à ça justement. C'est suite à ça qu'ils veulent donner la réplique pour les prochaines présidentielles. Mais je m'attends franchement, je te dis franchement, à ce qu'en France ça se fasse pareil, parce que vu que le PS est pour le mariage aussi homosexuel, je m'attends à des représailles ils sont contre. Donc, il y a eu une manifestation d'ailleurs, il y a eu une manifestation des religieux il n'y a pas longtemps, et je m'attends à pire. Moi je sais pas pourquoi, mais les anti-pride il y en a partout. C'est ce qui me fait peur. Il n'y a pas que les anti-pride. J'ai très peur que justement, on va aller à Paris le 30 juin. J'ai très peur qu'il y ait des manifestations. Ah oui, mais là, t'as toujours des contre-manifestations. Je m'y attends. Je m'y attends. Par contre, pour la Pride, oui, il y a des. Mais je m'attends. Mais c'est pareil. Je dis franchement, je m'attends à un boycott. Pour la Pride pas un boycott, mais je m'attends. Pas un boycott. Mais ce qu'on appelle des contre-manifestations, c'est-à-dire que les religieux soient devant, qui vont. Les anti-Pride, soient présents. Mais s'il y en a la majorité présidentielle, ça passera, vous inquiétez pas. Prochain sujet. Maintenant, c'est sur le Parlement européen. Salut Manuel. À tout de suite. C'est sur le Parlement européen qui dénonce la censure des LGBT dans 3 pays.
Donc l'Europe s'inquiète de lois contre la propagande de l'homosexualité dans 3 pays à l'est du continent. Le Conseil de l'Europe est appelé à prendre des mesures. Donc dans une résolution adoptée à une large majorité ce matin à Strasbourg, 430 pour et 105 contre, avec 59 abstentions, le Parlement européen exprime sa profonde inquiétude face aux évolutions qui restreignent la liberté d'expression et la liberté de réunion sur la base de conceptions erronées de l'homosexualité et de la notion de transgenre. Donc il y a de l'homophobie à l'Est, évidemment on pense à la Russie en premier. Je tiens à préciser parce qu'en Russie ils ont encore une nouvelle fois, pour pas changer, interdit la Gay Pride là-bas. Ça a été annoncé. Parce qu'ils sont condamnés en prison. Donc ça a été encore annoncé, la Russie, hop, ils ont fait encore sauter la Gay Pride. Encore une fois. Donc dans le collimateur de l'Europe, 3 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. D'où la simple invitation faite au Conseil de l'Europe qui englobe ces pays à prendre des mesures appropriées. Ainsi, des lois pénales et administratives contre la propagande de l'homosexualité ont été promulguées dans différentes régions de Russie, pour pas citer, depuis 2006, et notoirement à Saint-Pétersbourg, pour pas citer encore, et aussi la Douma d'État envisage même une loi similaire. Donc la propagande en Ukraine, par exemple. Le Parlement examine quant à lui 2 projets de loi déposés en 2011 et 2012 qui visent à pénaliser la propagation de l'homosexualité, à savoir l'organisation de réunions, de défilés, d'actions, de manifestations et d'événements de masse destinés à diffuser de manière intentionnelle des informations positives sur l'homosexualité. Ça c'est un pays. L'Ukraine a décidé. Donc voilà un pays. Mais nous, à la France, on fait un boycott pour l'Ukraine en ce moment, pour les prochains matchs de foot. Est-ce que c'est dû à quoi ce boycott par rapport à... prochainement, il va y avoir un déroulement de compétition pour l'Europe. L'Euro 2012, d'ailleurs. Et tous les ministres français et gouvernements refusent d'aller assister au match de France qui va se suivre. France-Ukraine, ils ont décidé de ne pas le faire. Voilà. C'est obligé. Le match, il va être fait, mais le gouvernement décide de ne pas y aller. D'accord, pourquoi pas. Mais un boycott, donc... Alors, par rapport à France-Ukraine, oui. Alors on a parlé au pays, au conditions du pays. Donc la Russie, ça fait donc un pays. La Russie avec tout ce qui se passe là-bas, en plus ils ont repénalisé l'homosexualité là-bas pour pas changer. Donc on vient de parler de l'Ukraine et maintenant le troisième pays c'est la Moldavie. Donc il y a des villes et des districts qui ont adopté des lois pour interdire la propagande homosexuelle, déclarées inconstitutionnelles par la chancellerie de l'État. Chier. Voilà, donc voilà les 3 pays qu'on a un petit souci. On est loin du compte. Bon, la Russie c'est pas une surprise, ça fait des années que ça date. Par contre les 2 autres, c'est plus. Depuis qu'on a eu pour la Russie, qu'il y a eu Poutine ou tous ces trucs là, c'est vrai que. On va passer à de meilleures zones, à une actu un peu plus positive. Meilleure, on va dire qu'il y a en fait, donc c'est un interview d'un magazine connu d'ailleurs, qui dit qu'aujourd'hui les jeunes homos veulent fonder une famille. C'est bien ça. Donc il s'appelle Michel Doré et c'est un enseignant-chercheur au Québec. Il est spécialiste des réalités LGBT, auteur de nombreux livres, notamment ça s'appelle Petit manuel de la guérilla à l'usage des jeunes, ou alors Éloge de la diversité sexuelle, ou alors aussi Mort ou Fif. Apparemment c'est pas vif mais Fif, pourquoi pas. Alors il a également réalisé avec l'association Le Refuge une enquête qui s'appelle Être homo aujourd'hui en France, dont le magazine qu'on va citer, il s'appelle Têtu, publie un extrait en infographie dans le numéro qui est paru mercredi dernier. Non, il y a 2 semaines même. L'occasion d'une interview en 5 questions. Alors je vais donner les 5 questions qu'ils ont posées. Donc Têtu, ils ont posé la question quel regard portez-vous sur la communauté homosexuelle, son évolution, ses comportements? Michel Doré répond: depuis 30 ans, il y a finalement eu autant d'évolution que de régression. Ce qui change, c'est le fait qu'on se découvre beaucoup plus tôt homosexuel, avec la plus grande visibilité d'homosexualité dans les médias, pas en France, pas vraiment, quoique, on ne sait pas. Quoique ça commence un peu, ouais. Surtout dans les télé-réalités d'ailleurs. Le sujet est de moins en moins tabou. Cela dit, l'enquête montre paradoxalement qu'on fait son coming out plus tard qu'auparavant, notamment parce que les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents et qu'ils craignent d'être mis à la porte et s'ils révèlent leur sexualité. Voilà, c'est les représailles. Ensuite, les taux de dépression et de tentatives de suicide restent par ailleurs très élevés. On en a parlé il y a pas longtemps. L'autre élément qui lui a beaucoup surpris à Michel Doré, donc c'est la volonté d'être en couple et de fonder une famille. C'est une évolution aussi incroyable. La problématique n'est plus seulement de vivre ou de révéler son homosexualité, mais d'avoir des projets de vie de famille.
Ensuite, au cours de l'enquête, il y a cette phrase d'un répondant qui lui a beaucoup marqué en me disant tous les jours que je n'ai pas droit aux mêmes institutions. C'est bien, c'est très agréable quand j'entends des trucs derrière. Ensuite, il est difficile d'être homosexuel parce qu'il y a une vraie frustration en ce qui concerne l'égalité des droits. Et puis les réalités homosexuelles ne sont pas encore assez visibles, surtout à l'école, au passage. Pour prendre l'exemple de son université au Québec, il y a au moins 10 cours sur les réalités autochtones du pays, alors que cette personne est le seul à faire cours sur les réalités LGBT. Alors ça, pourquoi pas. On part du Québec au passage. Ensuite, au Québec, ils sont seulement 8 millions. Je ne sais pas ce qu'il veut dire de quoi qui sont ouverts oui, alors je vais te poser la question. Carrément, non, ils sont 8 millions à être ouverts sur le. Alors c'est une bonne question. Sur les LGBT. C'est une bonne question. Je crois que c'était fermé moi. Ouais, alors c'est une bonne question. Au Québec justement, alors j'ai la question. Au Québec justement, la société est-elle plus ouverte sur réalité que LGBT qu'en France? Voilà, ça c'est la question. Et la personne répond oui, mais au Québec nous sommes seulement 8 millions, c'est plus simple. Alors est-ce que c'est 8 millions d'habitants? Oui. Ah peut-être, c'est possible. Parce que je vois pas autre chose, moi personnellement, parce que après ça fait quand même un sacré truc, après le mariage et l'adoption sont entrés dans les mœurs depuis près de 10 ans au Québec. Ils ont aussi un véritable consensus politique sur le sujet. Lorsque les droits d'égalité LGBT ont été votés, aucun député ne s'y est opposé et à chaque marche des fiertés, les chefs politiques de tous les partis sans exception ouvrent le défilé. Mais ils ont de la chance au Québec, disons. Par rapport en France, moins, voilà. je peux dire. Voilà, au moins ils prennent. François Coupé à la Gay Pride. Ah non, je vois pas du tout, non, tu vois. À mon avis, il veut pas les couper, donc. René, franchement. Mais y a pas c'est pas Copé qu'on aimerait bien voir. Ah moi c'est Juppé, moi j'aimerais bien voir. Oui, bien sûr. Oui. Il est pas du tout en faveur de l'homoparentalité. Par contre, il est non, pas sur l'homoparentalité, non. L'homoparentalité. Il est pour quoi, t'as dit? Il vient pour la lutte contre le sida. Oui, mais attends, on parle attends, le sida, c'est autre chose. C'est pas du tout. C'est question d'LGBT. Oui, non, mais mais c'est pas que LGBT le sida. Là, je t'arrête tout de suite. Le sida, c'est que. Donc, il faut pas avoir peur pour venir pour le sida. Faut pas avoir peur pour venir pour les questions LGBT. Pour les questions LGBT, c'est tout. À la Pride. C'est tout. Ils veulent juste se tirer dans les pattes, à être pour ou à être contre, et voilà, c'est tout. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun m'est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun m'est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.